Alors, bonsoir à tous. Donc, normalement, en visioconférence, ils sont pas revenus là. On va leur donner 2 secondes maintenant pour revenir. C'est eux qu'on va attendre. Ouais. On voit des caméras fixées sur des bureaux vides. Dommage. Ça vient. On vous laisse revenir, il n'y a pas de problème. Bon, donc merci d'être venu, merci de venir en présentiel, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le revers de la médaille quand on propose de la visio, ce qui est tout à fait légitime pour ceux qui sont loin de nous, mais on a quand même envie de se retrouver. Et je trouve, ça me fait bien plaisir de voir une assemblée tout à fait mixte, même plus masculine que féminine, donc tant mieux. Parce que dès qu'on voit le label STPO féminin, il paraît qu'il y en a certains qui font peur. Mais... Alors, fait peur. Le label STPO féminin, il tient seulement au fait que l'équipe STPO féminin est nombreuse et fourmille d'idées, et qu'effectivement, quand c'est de notre équipe qui vient une idée de conférence, de chantier, de spectacle, etc., on se permet de garder notre label dessus, évidemment. Tout ça, c'est mixte, ouvert à tous. Alors, les biais cognitifs, pourquoi ? Pour 2 raisons. J'ai rencontré Corentin en formation et j'ai trouvé que les messages qui passaient étaient extraordinaires, et je me suis dit que déjà c'était, les deux idées allaient très bien ensemble, et voilà, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour vous alumni de l'ESTP, pour vous qui êtes en région ou chez vous. Pour bien comprendre ce sujet-là, donc là je le laisserai lui l'introduire. C'est lié aussi au fait que l'association Alumni a signé la charte Grandes Écoles au féminin. Les Grandes Écoles au féminin, c'est plusieurs associations d'alumni qui se sont regroupées pour essayer de mener des actions communes pour la mixité, au sens large. Donc on a rejoint cette super association il y a 1 an, et dans la charte qui a donc été signée, que j'ai signée par délégation d'Olivier Genis, ce n'est pas une initiative ESTPE féminin, c'est bien ESTP Alumni. Dans cette charte, on s'engage auprès de nos populations respectives à faire un petit peu de communication, de réflexion sur la mixité, pourquoi il pourrait y en avoir plus, qu'est-ce qui fait qu'on communique différemment, enfin voilà, tout ce qui nous permet d'être bien ensemble, parce que je crois que c'est ça le but final en fait. Donc ça c'était pour l'introduction à cette conférence, et puis je vais laisser Corentin vous expliquer qui il est et rentrer dans le vif du sujet. Merci. Donc, je m'appelle Corentin Boniface, et effectivement dans ce genre d'événement, en général, les intervenants se présentent longuement, mais rassurez-vous, je vais pas faire ça. Donc effectivement, merci pour la confiance, Agnès, et tu m'as un peu mis la pression aussi, du coup, d'être à la hauteur des mots que tu as utilisés. On va parler, on est ensemble pour... j'ai calibré la conférence pour que ça dure 1h, 1h10, quelque chose comme ça, et que ça soit aussi un peu participatif. Si c'est pas du tout participatif, ça sera moins d'1 heure, mais ça sera entre 1h et 1h15. Donc je vais vous poser des questions, n'hésitez pas, je vais aussi vous faire vivre un petit peu en dégradé, parce que j'ai pas forcément le matos mais vous allez voir, je vais essayer de vous faire vivre quelques expériences. Je vais évidemment vous parler de psychologie pendant cette conférence, et de sexisme, et aussi un tout petit peu de racisme, au sens où vous allez voir, le sexisme et le racisme, c'est les mêmes mécanismes. C'est d'ailleurs pas complètement un hasard que le mot se termine de la même façon. Pourquoi j'ai mis cette photo d'après vous, pour démarrer? Qu'est-ce que c'est? Le bleu et le rose pour les garçons. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai vu la photo, c'est hyper marquant, parce qu'en fait, les biais cognitifs commencent dès la vie de fœtus, en fait, parce que dès la gender reveal, on a besoin de classe. Enfin, c'est tout de suite un sujet, avant même d'exister. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce concept, c'est l'idée qu'on va un peu scénariser la révélation du genre de notre enfant. C'est-à-dire que la femme est enceinte, on va inviter nos amis pour
leur annoncer si le bébé à naître va être un homme ou enfin, un petit garçon ou une petite fille. Et donc on le scénarise un petit peu et puis on va sortir une fumée bleue ou une fumée verte. Une fumée verte, c'est n'importe quoi. Une fumée rose en fonction du genre de l'enfant. Et il y a de plus en plus, en tout cas récemment, il y a un peu l'idée que certains parents ou parents à devenir ne veulent pas savoir, ne veulent pas connaître le genre de leur enfant. Pourquoi d'après vous? Pour pas être influencé. Pour pas être influencé, ok. Pour découvrir. Ouais, pour découvrir. Alors il peut y avoir effectivement une envie de surprise. Parce que c'est le rêve. Ouais, ok. Pour pas être influencé, si on creuse un peu, c'est quoi l'influence derrière ça? Pour pas trop projeter, genre d'attente sur l'enfant. Ok, pour pas projeter. Si je schématise un peu, c'est je vais pas peindre en bleu ou en rose la chambre et je vais pas me projeter dans le fait que mon enfant va jouer au foot ou va faire des gym. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu cette idée-là. Ok. Et ça commence effectivement dès ce moment-là. J'ai des amis qui ont eu un petit garçon il y a 1 an et demi et ils me disaient, nous on veut connaître le sexe de l'enfant parce qu'on sait que ça ne va pas nous influencer. Et je leur demandais, mais comment vous le savez? Et ils me disaient, je le sais. Et c'est précisément là-dessus qu'on va travailler, qu'on va travailler, on n'est pas au travail, mais dont on va discuter ce soir. C'est que parfois, on a l'impression qu'on n'est pas influencé, mais en fait on est quand même. Alors, je vais vous proposer trois parties pour cette conférence. Et en réalité, il y en aura une quatrième qui est un temps de questions-réponses. Mais comme je vous disais, je vais prendre vos questions au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à intervenir. Et je vais aussi vous poser des questions pour que vous puissiez intervenir. Je vais vous faire une première introduction sur les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est les biais cognitifs et pourquoi et comment notre cerveau nous joue des tours. Ensuite, je vais essayer on va se poser la question de est-ce qu'on est tous sexistes. D'ailleurs, qui pense être sexiste dans la salle ou à distance? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent être sexistes? Yes, ouais. Oui, je crois. Ok. C'est quoi être sexiste? Justement, on va en parler. Mais effectivement, il y a, on va en reparler de cette idée. Mais souvent, on va se défendre en disant non, je suis pas sexiste, non, je suis pas raciste, non, je suis pas. C'est quand même important de comprendre ce qui se joue, et c'est pour ça que je vais vous parler de ce qu'on appelle les associations implicites. Et dans une troisième partie, je vous proposerai quelques idées pour justement essayer de lutter contre les stéréotypes de genre et les effets des stéréotypes de genre. Ça vous semble clair? C'est pour ça que vous êtes venus, en tout cas? Ouais. Ok, super. Alors, avant qu'on se lance dans cette que je vous présente, je vous parle des biais cognitifs, je voulais vous faire 2 petits jeux, 2 petits tests. Je vais vous demander dans un premier temps de me dire le genre du personnage que je vous mets à l'écran. Alors, Mario. Garçon. Mario est un homme. Ok. Comment vous savez? Il a la moustache. Il a une moustache. Ok. Il est plombier, par ailleurs. Non. Il est habillé en bleu. Il est habillé en bleu. Ok. Il s'appelle Mario. Et il s'appelle Mario. Ok. Bon, et par ailleurs, c'est la culture générale de base, on va dire, de savoir que Mario est un homme. Ok. Daisy. C'est une femme. Ok. Daisy est une femme. Alors, un troisième personnage que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Samus. Un robot, pas de genre. Ouais. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors en fait, c'est une armure. Il y a un être humain à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Ouais. On pense que c'est un homme quand même. On pense que c'est un homme et en réalité, c'est une femme. C'est Elle une a femme. la taille fine quand même. Ouais. On a ce petit indice de la taille fine, effectivement, dans les jeux vidéo. Les femmes sont souvent effectivement représentées avec la taille fine, quand les hommes sont représentés. Bon, là, il y a quand même des épaules larges, mais c'est l'armure. Ok. Et Kadabra, Pokémon. Homme ou femme? Les deux. Ouais, ok, exactement. Et en fait, ça peut être les deux. Ça peut être un homme ou une femme. En fait, c'est en fonction de la taille de ses moustaches. C'est ça qui va décider de est-ce que Kadabra est un homme ou une femme. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous demande ça, d'après vous? Ouais. Je connais un petit peu l'histoire justement derrière Samus et typiquement c'était un personnage qui pouvait être joué dans un vieux jeu qui s'appelle Metroid. Et à l'époque, on n'avait pas tendance à avoir des protagonistes qui étaient des personnages féminins. Pendant toute l'aventure, on le jouait en armure et à la fin, en fait, c'était révélé que c'était une femme. Et du coup, ça avait fait beaucoup parler derrière quand les joueurs avaient découvert ça. Ok. Parce qu'on ne s'est jamais imaginé que ça pouvait être une femme, en fait. Et pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'on est incapable? Alors là, vous allez voir, je vais essayer de vous piéger pas mal de fois ce soir, donc vous allez être un peu en alerte quelque part. Mais pourquoi on est incapable de se dire que ça peut être une femme? Parce qu'on ne la voit pas. Oui. On ne la voit pas, On la voit pas. Et même vous avez des combats aussi. Ok, le combat, il y a une armure, c'est... Et en plus de ça, on joue souvent un jeu vidéo garçon sur Ok, on va associer, ouais, effectivement, si je joue à un jeu vidéo, à part Tomb Raider, j'imagine que je joue à un homme. Ok, donc ça c'est la première idée que je voudrais vous transmettre, c'est que le neutre est masculin. En fait, tant qu'on n'a pas d'indice, entre guillemets, évident pour nous dire que c'est une femme, on va considérer que c'est un homme. Donc du rose, un nœud dans les cheveux, une robe, etc., etc. Et quand Cadabra, vous voyez sur la droite, c'est un animal, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui nous fait dire qu'il n'y a pas de rose, il n'y a pas de robe, etc. Donc on pourrait un peu plus être tenté de dire que c'est un homme, en fait ça peut être les deux. Okay. Donc ça c'est la première idée, souvent le neutre est masculin. Deuxième petit jeu, petit test que je voulais vous proposer, je voudrais que vous me disiez les caractéristiques ou la caractéristique principale des personnages que vous avez à l'écran. Grand Schtroumpf, quelle est sa caractéristique principale? Une barbe. Il a une barbe, ok, il est sage. Il a de l'expérience, il est âgé, il est sage, etc. etc. Ça, c'est sa caractéristique principale. Grand Schtroumpf est sage. Schtroumpf grognon. Ok, il est grognon. Schtroumpf bricoleur. Michel. Il est malin. Il est malin? Oui, parce qu'il bricole. Ah oui, ok. Oui, il sait se servir de ses mains, en tout cas, peut-être. Voilà. Mais sa caractéristique principale, c'est qu'il est bricoleur. Alors, je pourrais le faire assez longuement, hein, sur Schtroumpf pâtissier, Schtroumpf, etc., etc. Et vous savez, dans les Schtroumpfs, il y a la Schtroumpfette. Ok. Alors, quelle est sa caractéristique principale? Jolis cheveux. Eh ben, c'est une fille. C'est une fille, ouais. Et effectivement, c'est sa caractéristique principale. Alors, ça, pourquoi je vous dis ça? Allez, de nouveau. On va chercher les attributs, par exemple les cheveux longs. Ouais, alors on reconnaît que c'est une femme parce qu'elle a les cheveux longs, elle a une robe, etc. Oui, c'est pas une caractéristique, effectivement. Être une femme, c'est pas un trait de caractère. C'est la seule qui n'a pas de caractéristique du personnage des Schtroumpfs. Ouais. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une femme ait un caractère imposé. Non. Ouais, alors, mais on aurait pu dire, on aurait pu s'appuyer sur un stéréotype genré. La Schtroumpfette grognonne. Voilà, par exemple, ça pourrait être ça. Ouais. Dans les Schtroumpfs de base, il n'y a que des hommes et du coup, enfin, dans l'œuvre, ça avait été créé justement pour que sa seule caractéristique qui la différencie, ce soit une femme. Ouais. Il me semble d'ailleurs que c'est le méchant Gargamel qui l'a créé pour plus bordel dans le... Ok, donc ça donne ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette. C'est-à-dire que dans les fictions, les hommes ont un caractère et souvent une personnalité propre quelque part, et plus souvent que les femmes, qui elles existent à travers le fait que c'est des femmes. Ça existe aussi un peu dans les Maminova, voilà, un peu ce genre de choses, où les marques vont mettre en avant le fait que la personne est grand-mère, que la personne est maman, etc. Quand les hommes on va plus mettre en avant leur métier. Ok. Vous aviez déjà entendu parler de ça, le syndrome de la Schtroumpfette? Non. Non. Ok. Alors, le syndrome de la Schtroumpfette, ça a une... Enfin, on en parle aussi un peu dans les médias. Enfin, le syndrome de la Schtroumpfette trouve sa résonance dans les médias comme ça. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose et que c'est une femme qui l'a fait, souvent on va dire « une femme a fait ». Par exemple, une femme remporte le prix Nobel d'économie. Ou une femme remplace une autre femme à la tête d'une entreprise. Je vous donne d'autres exemples. La NASA nomme une femme, le premier coronavirus a été découvert par une femme, et une femme prend la tête de la Lituanie. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous partage ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? L'attribut femme est mis en avant. Ouais, on met l'attribut femme en avant. Ouais. C'est suffisamment. On ne met jamais un homme. On l'a d'ailleurs. On le nomme. On va le nommer, effectivement, on va donner son nom. Ouais. C'est un caractère exceptionnel. Alors, c'est un caractère exceptionnel, effectivement, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que, comme c'est plutôt rare qu'une femme remporte le prix Nobel d'économie, en fait, l'information qu'on veut donner, c'est que c'est une femme qui l'a gagné. Là, la Lituanie, c'est la première fois qu'une femme accédait
à la tête du pays, donc c'est ce qu'on veut mettre en avant. Mais quel est le problème, du coup? On considère inconsciemment que c'est soit entre guillemets, un exploit ou que ça mérite d'être souligné en tant que tel. Et finalement, la personne disparaît derrière son genre. Ok. La personne disparaît derrière son genre, c'est un exploit. On peut se dire aussi que statistiquement, c'est tellement rare que c'est ça qu'il faut mettre en avant, mais effectivement, la personne disparaît derrière son genre. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'effet Matilda en psychologie, c'est le fait qu'on va souvent oublier les femmes de l'histoire, entre guillemets. Elles vont disparaître derrière le mari ou d'autres personnes avec qui on a... On ne reconnaît pas le mérite de l'individu aussi quand Ok. on fait ça. Il peut y avoir peut-être un côté un peu discrimination positive. On a voulu mettre une femme en avant, etc., etc. Ok. Ça a donné lieu, ça, à un petit postiche, on va dire, sur Wikipédia. Vous avez une page qui s'appelle « Une femme ». Ah si, ça. Une femme, désormais, ça passe sur Wikipédia. Vous pouvez aller voir, et il y a un peu cette idée, évidemment c'est le second degré, mais que, en fait, une femme a un emploi du temps super chargé parce qu'elle est présidente de la Lituanie, prix Nobel d'économie, etc., etc. Donc là, il y a un peu aussi l'idée d'invisibiliser les femmes et à les cacher derrière leur seul trait de caractéristique qui nous intéresse, et que ce sont en fait les femmes. Ok. C'est bon pour vous pour le moment? Ouais. Super. Alors, parlons des biais cognitifs. Revenons à ce sujet. Peut-être qui en a déjà entendu parler parmi vous? Et vous pouvez peut-être lever la main à distance. Je ne sais pas si j'aurai un compte, mais donc un quart, un cinquième, vaguement. Ok. Alors, l'idée c'est notre cerveau nous joue des tours. Et parfois on ne le sait pas. Parfois on s'en rend pas compte. Et vous allez voir, même si vous le savez, il va continuer à vous jouer des tours. C'est-à-dire que ne sortez pas de cette salle ou n'éteignez pas votre ordinateur chez vous en vous disant « c'est bon, j'ai suivi une heure de sensibilisation au biais cognitif, je suis plus biaisé ». Non, même si on l'a dit, ça continuera. Ok, je voudrais vous faire un autre petit test pour vous montrer, Agnès, tu vas reconnaître ça, pour vous un peu faire vivre ce que sont les biais cognitifs. Je vous pose 3 questions. Un nénuphar se développe rapidement. Alors, paniquez pas, hein, ça a l'air un peu compliqué, mais on n'est pas là pour juger. C'est ce qu'on a fait en CM1, ça. Alors, je vais vous demander de ne pas dire à voix haute la réponse que vous donnez, mais de l'écrire sur votre téléphone, par exemple, ou quelque part, pour ne pas pouvoir négocier avec vous-même. Ok, donc un nénuphar se développe rapidement dans un lac, il double de taille chaque jour, il lui faut 48 jours pour recouvrir le lac entièrement. Combien de temps lui faut-il pour recouvrir la moitié du lac? Je vous laisse 30 secondes. Et surtout, ne dites rien à voix haute pour ne pas influencer vos camarades. Il n'y a pas beaucoup de gens qui notent. Vous avez peur de... Vous avez noté? Alors, deuxième question. Une batte et une balle coûtent 1,10 € au total. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Troisième question. Combien de couples d'animaux Moïse avait-il dans son arche? Vous le savez en réalité. Ok. C'est bon? Allez, je vous révèle, enfin je vous révèle. Vous allez me révéler les réponses. Alors, question 1. À
À distance, n'hésitez pas aussi à mettre sur le chat, hein, par exemple. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Agnès a un œil sur le chat, donc elle pourra me partager. Alors, question 1. 47 47, ok. Et non 24. Et non 24, ok. Pourquoi est-ce qu'on a envie de dire 24, d'après vous? Parce que la moitié. Parce que c'est la moitié, ok. Ça n'a aucun sens, mais on nous dit 48, on nous dit la moitié du lac, et du coup, on a envie de diviser 48 par 2. Exact. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Ok, effectivement, si on est à 100% à 48 et que c'est à chaque fois double, c'est simplement la veille qu'on sera à la moitié. Ok. Mais c'est pas un On avait souci. 5 bonnes réponses à distance. Il y avait 5 bonnes réponses. Ok. Deuxième question. Ouais. 1,05 1,05 et 5 centimes. Voilà, c'était l'inverse. Hein, c'était c'est la batte qui coûte 1,05 €. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de dire ici? 1,10 € et 0,10 €. On a envie de dire 10 centimes. On a envie de dire 10 centimes parce que, en fait, on a 1,10 €, on a 1 € de plus. Du coup, très rapidement, on se fait ce petit calcul, 1,10 € moins 1, c'est 10 centimes. Sauf que, si la réponse était 10 centimes, 1,20 €. ça ferait 1,20 €, effectivement. La batte coûterait 1,10 € et au total, ça ferait 1,20 €. Ok. Troisième question? 0. 0, ouais. Vous n'avez pas d'arche. Ok. En tout cas, on n'en a jamais entendu parler. Quel était le piège ici? Oui. Ok. Effectivement, c'est pour ça que je dis que vous l'aviez. En réalité, c'était pas l'arche de Moïse, c'était l'arche de Noé. Et pour info, c'était 7 couples d'animaux. Ça, pour le coup, je pense que personne n'est vraiment censé le savoir, mais maintenant vous le savez. Ok. Pourquoi on se trompe ici? Quel est le piège? On a lu trop vite. Alors, vous avez lu trop vite, peut-être, ouais. Non, c'est la première réponse qui vient d'être cherchée. Ouais. Ok. C'est le mot arche, je sais pas. Oui. Ah, Oui, Ouais. parce que C'est qu'on fait confiance. Puis c'est pas le calcul. Alors, on fait confiance à notre cerveau, ok. Vous me faites confiance aussi parce que vous n'êtes pas dit qu'il y avait peut-être un piège derrière ça. Et pourquoi votre cerveau il a pris ce raccourci là Si vous dites l'arche de Moïse, il y a quelque chose qui cloche, on le sait. Et du coup, pourquoi ça n'a pas cloché là justement? c'était pas côte à côte. Ouais, c'était pas côte à côte, ok. Et puis surtout, qu'est-ce qui lie Moïse et Noé? Mythologie, enfin, Ok, c'est biblique quoi. C'est grosso modo, c'est la même chose en gros. C'est à peu près la même chose. Si je vous avais dit combien de couples d'animaux Emmanuel Macron a-t-il dans son arche, alors peut-être que certains sont religieusement fans d'Emmanuel Macron, mais c'est pas le même, le même champ lexical quelque part. Donc du coup, là c'est à peu près le même champ lexical, donc on prend un raccourci et on s'en rend pas compte. Donc ça c'est ce qu'on appelle le test de réflexion cognitive. En fait, l'idée des biais cognitifs, c'est justement de se dire attention à votre intuition, attention à la première réponse qui vous vient en tête. Elle est souvent trompeuse. D'ailleurs, vous savez, à l'école, quand on remplit des QCM et qu'on a un doute, on écrit, et puis après, avant de rendre une copie, on dit mince, je me suis peut-être trompé. Mais en général, on ne change pas notre réponse. Mais en réalité, on aurait intérêt à changer notre réponse. Les études nous disent que quand on incite les étudiants à changer leur réponse, en fait, ils ont des meilleures notes. Mais sauf qu'on a trop peur de se tromper, donc on ne le fait pas. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, réfléchissez-y de nouveau. L'intuition vous dit ça, mais y a-t-il pas un piège? Et c'est ça le principe des biais cognitifs, justement. Quand on fait ça, je dis on, mais c'est pas moi, mais quand on teste, on fait passer le test de réflexion cognitive à des étudiants qui sont les écoles les plus prestigieuses au monde, aux États-Unis, etc., ils se trompent quand même. C'est pas une question. D'ailleurs, ils se trompent même peut-être d'autant plus qu'ils ont trop confiance en eux. Les biais cognitifs, c'est aussi un problème de surconfiance. Je ne peux pas me tromper, mon intuition est fiable, mon intuition me trompe pas, donc j'y vais. Donc je crois en mon intuition. Ok, maintenant je souhaiterais vous parler d'un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, qui a été écrit par un psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie en 2002. Alors, pour le coup, autant on dit une femme a eu le prix Nobel d'économie, on pourrait aussi dire un psychologue a eu le prix Nobel d'économie, parce que c'est quand même assez rare. Il a eu le prix Nobel d'économie donc au début du siècle pour ses travaux sur les biais cognitifs. Et il a vulgarisé tout ça dans un livre justement qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, qui est aujourd'hui probablement à ma connaissance, l'un des deux livres les plus influents au monde sur le sujet de la psychologie. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez un livre qui traite plus ou moins de psychologie,
il y fait référence à Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, c'est un chercheur israélien qui doit avoir peut-être proche de 80 ans, et qui est vraiment la référence absolue des chercheurs en psychologie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Daniel Kahneman? Si je vous dis 2 plus 2, probablement, vous avez 4 qui vous vient en tête, sans y réfléchir, sans même si vous aviez essayé de résister, voilà, c'est intuitif, ça vous vient tout de suite. Vous avez le premier système, le système 1. Le système 1, il fonctionne automatiquement. Vous vous en rendez même pas compte, quelque part. C'est une métaphore. Vous n'avez pas vraiment un système 1 et un système 2 dans votre cerveau, c'est une métaphore pour vous aider à comprendre ce qui se passe, en gros, quelque part. Donc, ce système 1, vous allez l'utiliser pour des tâches qui sont assez simples, qui sont routinières, pour lesquelles il n'y a pas vraiment besoin de concentration. Donc 2 plus 2, par exemple, conduire sur une route déserte, vous n'y pensez pas. Hein. Vous conduisez, vous ne pensez pas à ce que vous êtes en train de faire, vous ne pensez même pas au fait que vous êtes en train de changer une vitesse, d'accélérer, de décélérer, etc. Ou de lire l'heure sur son téléphone portable. OK. À côté, vous avez le système 2. Le système 2, là, pour le coup, c'est ce qu'on va utiliser quand c'est plus compliqué, quand c'est plus complexe, quand on a besoin de réfléchir, quand on a besoin vraiment de se concentrer. Donc si je vous dis 17 x 24, là, la réponse ne vient pas tout de suite. Il faut que vous vous concentriez, il faut que vous ne fassiez que ça. Et d'ailleurs, même si vous ne faites que ça, je ne suis pas sûr que vous trouviez. Se garer sur une place exiguë. Là, pour le coup, vous avez besoin de vous concentrer également. Vous avez besoin de conscientiser les choses, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de taper la voiture d'à côté. Alors, je vous mets conduire sur une route déserte. C'est quelque chose qui est assez connu, mais c'est que la majorité des accidents de voiture se passent sur les trajets du quotidien. Pourquoi? Précisément parce qu'on est dans les jugements de routine, on est dans le fait que, c'est le système en fait qui est en train de conduire. Ça a dû vous arriver aussi, ça vous arrive peut-être parfois. Vous prenez votre téléphone pour regarder l'heure, vous rangez votre téléphone dans la poche et vous ne savez pas quelle heure il est. Parce que vous l'avez fait de manière tellement automatique que vous n'avez en fait même pas regardé, quelque part. Ok. Comment? Pas enregistré. Vous ne l'avez pas enregistré ou vous avez même peut-être oublié que vous sortiez votre téléphone pour regarder l'heure. Quel est, d'après vous, l'intérêt des 2 systèmes? Ou je vais poser ma question autrement. D'un point de vue de l'évolution, on pourrait se dire, le système 1 nous fait commettre des erreurs. Pourquoi est-ce que pourquoi il n'a pas disparu avec les millions et les millions d'années de l'évolution? Des décisions qu'on prend tout le temps, donc s'il fallait tout le temps être en vigilance, on n'aurait pas assez d'énergie. Ok. Ouais. Ou autrement dit, du coup, à quoi sert le système 1? Il facilite la vie. Ouais, faciliter la vie, il est plus efficace, il est plus rapide. Effectivement, si on devait tout faire en conscience, tout faire en système 2, en fait, on s'en sortirait pas, quoi. Et donc, d'un point de vue automatique. Comment? Le pilotage automatique. Ouais, le système 1, c'est le pilotage automatique, effectivement. Et si on peut jamais être en pilotage automatique, en fait, la vie est épuisante. Et d'un point de vue de l'évolution, on pourrait se dire que les personnes qui n'ont pas de système 1, en fait, n'ont pas le temps de se reproduire, en gros. Ils sont toujours à réfléchir, à cogiter, à réfléchir à des heures et des heures avant de prendre une décision. Et du coup, quand on fait ça, on n'a pas vraiment le temps de se reproduire. Ok. Ça vous semble clair? C'est ça, ouais. les réflexes, non? Comment? Les réflexes, ça fait partie du système. Les réflexes physiques, vous voulez dire? Je sais pas. Je sais pas si, par exemple, quand on tape là, je sais pas si les réflexes physiques viennent de là. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ouais, en fait non, parce que il y a des arcs réflexes qui passent pas par le cerveau. C'est purement moteur. Ça peut même pas être conscientisé. Ouais. Ok. Je dirais plutôt non, en tout cas je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. D'autres questions là-dessus, sur un système 1 et système 2, sur les biais cognitifs de manière générale? Ok. Ok, donc l'idée numéro 3, c'est que notre cerveau prend des raccourcis pour gagner du temps, ça c'est ce qu'on disait, hein. Le système 2 il est énergivore, certes ça va déboucher sur moins d'erreurs, mais on peut quand même se tromper même si on est en système 2, et donc on a parfois besoin d'être en système 1, même d'ailleurs la majorité du temps on est en système 1, parce que sinon c'est la migraine assurée. Et l'idée numéro 4, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on prend des raccourcis, c'est-à-dire que les biais cognitifs, et c'est le principe même des biais cognitifs, c'est que on a envie de croire qu'on n'est pas biaisé. On a envie de croire que les autres sont biaisés, mais que nous non. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Nous aussi, notre cerveau aussi, prend des raccourcis. Je vous donne 3 exemples de biais cognitifs qui vont affecter notre jugement au quotidien. Le premier, c'est le biais de normalité. Et la question que je vous pose est celle-ci. Quel est votre plus ancien souvenir de la crise du Covid? Si on remonte chronologiquement.
Le jour où ils ont fermé Alors, Le confinement. 13 mars. 15 mars. alors le 15 mars, 16 mars, 17 mars, Vendredi midi. vendredi midi, ouais. 13 mars. Donc le vendredi midi, on annonce le confinement, c'est ça? Ok. Soir. Ouais. Alors, ok, donc là on a mi-mars en gros. Qui a un souvenir plus ancien? On part Les journaux télévisés qui commençaient à... en décembre déjà, on entendait parler de ce pangolin. C'était quand ça? Les journaux télévisés qui commencent à évoquer. Il y a eu en novembre et décembre. Il y a le pas mal 29 février, il y a le Conseil des ministres du 29 février, Ok. le Conseil des ministres qui, soi-disant, devait parler de la Covid, mais il n'en a pas parlé. Ok. Il y avait peut-être autre chose à gérer. C'était quoi? C'était le candidat à la mairie de Paris qui avait. Ok, donc mi-février, quoi d'autre? Plus si on Il y a eu remonte dans la... avant Noël. Avant Noël, ouais, qu'est-ce qui se passe avant Noël? Je disais qu'il se passait des trucs bizarres. du côté de la Une nouvelle Chine. maladie. Ok. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On est en décembre, on est fin décembre, on entend il se passe un truc en Chine, il y a une maladie. Ça va rester en Chine. Ouais, ça va rester en Chine, il va pas se passer grand-chose. La Chine, c'est loin. Oui. Ok. Ensuite, il y a eu fin décembre le rassemblement évangéliste je crois que c'était en Alsace. Ok. Bon, ça c'est en France. Pour le moment, tout va bien. Moi, mon souvenir marquant le plus ancien, c'était la construction du méga hôpital en Chine. Vous vous souvenez, il y avait des Ah images oui, avec en des dizaines de Boulana, tractopelles. oui. Ça a été incroyable. Et donc, moi je suis sur mon ordi, je vois cette vidéo et je me dis, waouh, c'est vraiment impressionnant. Je ferme la fenêtre et je reprends ma vie comme si de rien n'était. Ok. Qu'est-ce que c'est d'après vous le biais de normalité? Ouais. Ça intervient souvent dans les phénomènes de foule. Ok. Quand il y a une personne qui est, je sais pas, qui a une attaque cardiaque par exemple et les gens continuent leur chemin. On va imiter le comportement des gens autour de nous pour éviter de réfléchir en fait. Ce que tu décris, ça s'appelle, enfin, d'ailleurs je me permets de te tutoyer, je suis désolé, ça s'appelle l'effet spectateur. L'effet spectateur, c'est le fait que par exemple, si on est dans cette salle-là et qu'il y avait une alarme incendie ou de la fumée, ça sent un peu le bruit. Et sauf que vous êtes testés. Les autres sont mes complices. Et je leur dis, à un moment, ça va sentir le brûlé, ne bougez pas. Faites comme si de rien n'était. Et bien là, vous avez envie de vous dire, bah, moi je m'en fiche, je vais quand même partir, il y a de grandes chances que vous restiez. L'effet spectateur, il y a un peu cette idée, il y a une dilution de la responsabilité. Et d'ailleurs, c'est aussi important sur le sujet du sexisme et des violences sexistes, au sens où, en entreprise, quand on est face à un comportement sexiste, quand on est face à un comportement violent, en tout cas pas au cas de manière générale, bah, plus il y a de monde en fait autour de la pièce, peut-être plus il y a de chances qu'on ne réagisse pas. Parce qu'on va aussi se dire, en fait, si les autres ne réagissent pas, bah, c'est peut-être que c'est pas si grave que ça. Ok. Donc ça, c'est l'effet spectateur. Plutôt qui va un peu créer le fait que, lié à la dilution de la responsabilité, on se dit, en fait, plus il y a de personnes autour enfin, plus de spectateurs, en fait, moins il y a de chances qu'une personne intervienne. Je reviens sur le biais de normalité. Quelqu'un veut se penser peut-être sur une autre... Allez. Pardon. Ouais. Tant que ça ne va pas impacter notre vie personnelle, on ne va pas y accorder plus d'attention. Ok. Donc, ça se passe en Chine. Vous vous souvenez, Wuhan, une ville de 13 millions d'habitants. 13 millions, c'est quand même plus que l'Île-de-France qui est confinée. Et puis nous, on se dit, bah, c'est la Chine, quoi, en gros. Ensuite, ça arrive en Italie. En Italie, après, on se dit, mais c'est leur système de santé qui est moins performant que le système français. Et en fait, bah, il nous a fallu, et donc quand Emmanuel Macron annonce le confinement, il nous dit 2 semaines. Et nous, on est là, bon, bah, 2 semaines de télétravail, et puis après, bah, on repart comme avant, quoi. Sauf que, bah, pas vraiment. Et donc le biais de normalité, c'est notre tendance à croire que demain ressemblera à hier, que tout va rentrer dans l'ordre. Et il est puissant parce qu'il est rassurant, surtout. C'est hyper rassurant de se dire que le monde qu'on a connu va continuer. Et du coup, bah, ça nous pousse à émettre des erreurs de jugement, en se disant le Covid ou la Covid, c'est pas grand-chose, ça va durer quelques jours, quelques semaines, on peut continuer à vivre normalement. Ok, ça vous semble clair? Deuxième exemple, le biais de confirmation. La question que je vous pose, les trains sont-ils toujours en retard? Toujours, peut-être pas, mais 10%. 5% des trains, pas tant que ça. 5%, 2%. Ça vient d'où là, ce truc de les trains sont toujours en retard? On est toujours dans la mauvaise file dans le supermarché. Alors on aime bien se plaindre, ouais. On le note quand ça nous arrive. Ok. Ouais. On garde en mémoire les choses plus significatives ou plus graves, et le train qui arrive à l'heure,
Même si c'est 9 jours sur 10, on s'en souvient pas. Ok, effectivement. Donc, biais de confirmation, c'est notre tendance à nous concentrer sur les éléments qui vont dans notre sens. J'ai en tête que les trains sont toujours en retard. Bah, quand un train arrive à l'heure, je ne le remarque pas. Je sors du train, j'avance et puis j'oublie. En revanche, quand mon train a du retard, je le dis à mes amis, je dis que c'est toujours pareil, ça m'agace, ça me marque. C'est exactement le même phénomène qui se passe quand vous êtes dans le supermarché. Quand vous avez devant vous une personne qui compte sa monnaie, etc., et que ça déroule à côté, bah, vous le notez, vous le remarquez, vous le vivez. Mais quand c'est dans l'autre sens, vous ne le voyez pas. Pareil sur les autres, dans les embouteillages, etc., etc. Ok. Donc biais de confirmation, on voit plus ce qui va dans notre sens que ce qui ne va pas dans notre sens. Et c'est aussi un problème en termes même de démocratie plus largement. L'effet de halo. Faut-il porter un costume pour être compétent? J'ai mis une veste, moi, là, ce soir. Oh, bah oui. Bah, disons que ça Je suis persuadée disons que que ça non, vient avec, d'homme. Ouais, ok. Alors ça vient d'homme, mais est-ce que c'est parce qu'on a été tellement confronté ces dernières années au fait que les personnes qui étaient compétentes avaient des costumes? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, dans les expériences, souvent, si on a affaire à un médecin, par exemple, qui nous fait faire quelque chose d'horrible, il y a eu l'expérience à la suite de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de comprendre comment il y a eu tout le nazisme, etc. C'était, on prenait un médecin et on faisait faire des choses horribles. Et juste parce que c'était un médecin en blouse blanche, du coup, les gens... L'expérience de Milgram, qui est une des expériences en psychologie la plus connue et aussi la plus reproductive. C'est-à-dire qu'on l'a fait, je dis on, c'est générique, hein, je n'ai pas participé à ça, mais on l'a fait dans plein de pays différents, à plein d'époques différentes, et ça nous donnait les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on est soumis à l'autorité, comme le dit Stanley Milgram. Et d'autant plus que la figure d'autorité dégage tout ce qui, tous les représentations de la figure d'autorité. Par exemple, vous voyez dans les pubs, pour les laboratoires pharmaceutiques, vous avez des gens qui ont des blouses blanches et des lunettes à bord transparents. Et ben ça dégage quelque chose de waouh, il doit être super compétent s'il a une blouse blanche et des lunettes à bord transparents. On ne sait pas vraiment expliquer pourquoi, mais ça donne quelque chose. Ok. Donc, le fait d'avoir un costume ou pas, le fait d'être habillé d'une manière ou d'une autre ne change pas nos compétences, mais ça renvoie quelque chose. Et d'ailleurs, effet de halo plus biais de confirmation fait que vous me voyez arriver et j'ai un costume. Probablement que vous êtes dit que je suis compétent vu que j'ai un costume. Et puis on démarre la présentation et vous cherchez tout ce qui va aller dans le sens de ma compétence. C'est-à-dire que peut-être que si je vais avoir des petites hésitations, vous ne le verrez pas, et si je vous dis quelque chose qui va dans le sens de ma compétence, vous le verrez d'autant plus que j'ai mis un costume. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un costume, c'est ça. Donc l'effet de halo, c'est notre tendance à juger entièrement une personne sur la base d'une unique caractéristique. Est-ce que vous avez d'autres exemples que le costume? Le nucléaire. Le nucléaire, c'est-à-dire? Avec les déchets et le Tchernobyl, on a un effet de halo qui fait que la population pense que c'est dangereux. Et alors qu'en termes de statistiques, c'est moins... Ouais, ok. Alors, ce que tu décris, c'est plus, je suis désolé, je tutoie un peu facilement, c'est plus quelque chose qui va s'appeler le biais de disponibilité. Et c'est, par exemple, c'est pour ça que les gens ont plus peur des requins que des noix de coco, alors qu'on meurt plus de noix de coco que de requins. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... Quand on va réfléchir à la dangerosité des requins, on a tout de suite quelque chose qui nous vient en tête. On a vu qu'il y avait une attaque mortelle, mais en fait, il n'y a pas trop d'articles de presse sur des personnes qui meurent parce que des noix de coco leur sont tombées dessus, quelque part. Mais si on essaye, voilà, vraiment tendance à juger entièrement une personne sur la base d'une unique caractéristique, ça peut donner quoi, ça, du coup? Par exemple, une jeune femme qui rentre dans une pièce et alors qu'on va rencontrer un PDG, on ne va pas supposer que c'est la PDG, on va dire que ça va plutôt être un homme vieux. Ok. Donc, pardon, être jeune égale pas pouvoir être compétent, pas pouvoir avoir de l'expérience, pas pouvoir, etc. Être une femme égale pas pouvoir, etc. Quoi d'autre? Allez, lâchez-vous. C'est couleur de peau. Ok, ouais. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce que ça donne l'effet de halo? Sur quoi ça peut déboucher? Sur les stéréotypes, sur les préjugés, en fait, sur le sexisme et sur le racisme. C'est-à-dire que, de manière un peu anecdotique, une personne qui a des lunettes est intelligente, et de manière moins anecdotique, une femme est moins compétente qu'un homme. Parce que c'est une femme. Tendance à juger entièrement une personne sur la base d'une unique caractéristique. C'est une femme donc. Et ça, c'est un biais. Ça, c'est un raccourci que notre cerveau nous prend. Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins chronophage et énergivore de se dire c'est une femme donc je sais d'elle ça, plutôt que de découvrir qui est vraiment cette personne. C'est une femme, donc je vais lui donner une moins forte augmentation. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai dans la vraie vie. Allez-y, je ne le dis pas. J'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec les filles, Alors, allez, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez jamais vu dans la vraie vie?
Que les femmes soient traitées différemment au niveau des évolutions ou du salaire. J'ai jamais vu ça dans les entreprises où j'ai travaillé, c'est des grands groupes. Et j'en ai discuté avec ma sœur, qui est ingénieure comme moi, et elle m'a dit qu'elle n'a jamais ressenti ça non plus. Elle a le même âge, enfin elle a un an de moins, c'est pareil. Alors, il y a deux niveaux de réponse que je peux vous donner. C'est une exception. Voilà, c'est que sans remettre en cause votre expérience, elle n'est pas forcément généralisable quelque part. Peut-être, ouais. Et après, Non plus. oui. Enfin, oui. Disons qu'on a a priori plus d'exemples qui vont dans l'autre sens que de contre-exemples qui vont dans ce sens. Surtout qu'il y a quand même des stats. Oui. Et alors, il y a des statistiques, effectivement. Moi, la statistique que j'ai en tête, c'est des écarts de revenus de l'ordre de 20% qui se corrigent à 10% si on prend en compte, parce que vous savez aussi, les femmes sont plus à temps partiel, sont plus, etc. Mais qui se corrigent à 10% quand on prend toutes choses égales par ailleurs. Ouais. Et puis, je crois que c'était cette semaine, c'était le Cyber Monday, si je ne dis pas de bêtises. Okay, et ça correspond en gros au jour qui reste où les femmes travaillent gratuitement. Alors, ça rejoint ce que tu disais avec des chiffres différents en fonction de ce qu'on prend ou pas. Mais globalement, de toute façon, quels que soient les chiffres qu'on prend, il y a une différence. Mais on pourrait se dire, les femmes sont moins payées parce qu'elles sont moins compétentes, quelque part. Mais ce qui n'est pas le cas. Oui, ce qui n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que le simple fait qu'il y ait un écart de salaire, c'est pas ça le problème. En fait. Le problème, c'est à compétence égale et à responsabilité égale. Oui. D'une manière générale, dans les réseaux sociaux, quand on cherche à discriminer quelqu'un, des personnes qui peuvent consciemment ou inconsciemment être très polémiques. On peut prendre l'exemple de Sandrine Rousseau, par exemple. Quand on lit un article qui vise à discriminer Sandrine Rousseau, les premiers mots la renvoient à sa féminité. Ok. Le classique calmez-vous madame, ça va bien se passer, hystérie, etc. Ok. Quelqu'un d'autre souhaitait prendre la parole? Ouais. Tout à l'heure, tu avais le... Non, c'était en réponse. D'autres partages là-dessus? Ouais. Juste sur l'écart des salaires, on avait eu une intervention de STPO féminin à l'école qui était super intéressante, où on avait du coup 3 femmes qui intervenaient, et elles nous disaient en fait qu'elles, pour le coup, elles voyaient bien la différence de salaire, et que c'était aussi lié au fait qu'on ne se sentait pas légitime en tant que femme, et que du coup les hommes attendaient d'être sûrs à 60% de pouvoir demander le poste supérieur, là où nous on attendait d'être sûrs à 200% d'avoir les épaules pour, et du coup en fait les promotions nous étaient apportées plutôt, enfin des promotions elles venaient de la hiérarchie plutôt que d'aller nous les demander, et que c'est aussi pour ça que moi je le vois à cet endroit là aussi. Alors effectivement c'est un autre argument qu'on peut souvent entendre, c'est en gros les femmes sont moins payées parce qu'elles demandent moins d'argent. Mais quelque part c'était vrai, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il y a plein de mécanismes qui jouent derrière de pourquoi les femmes demandent moins d'argent ou vont moins négocier, etc. Ouais. Et j'avais vu aussi que dans un documentaire que les hommes avaient tendance, quand ils travaillaient dans leur travail, de penser qu'ils étaient toujours moins bien payés que les autres et qu'ils étaient mal payés, alors que les femmes avaient tendance à penser qu'elles étaient payées exactement ce qu'elles valaient à leur poste. Ok. Voilà, plein de biais effectivement où on va se dire je mérite plus ou je mérite moins en fonction de si on se surestime ou on se sous-estime, et je vous mentionne ces biais juste après. Bon, voilà pour la petite intro sur les biais cognitifs. Il y en a des milliers, je sais pas, mais en tout cas il y en a des centaines des biais cognitifs, donc évidemment je ne vais pas vous faire tout le tour, mais je voulais vous donner quelques exemples pour l'introduction. Ok, maintenant la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce qu'on est tous sexistes finalement? Tous sexistes, tous racistes, tous, etc., etc. Ok, alors, peut-être qu'est-ce que c'est le sexisme? Quelle est la définition du sexisme? La notion de supériorité et d'infériorité. Entre quoi et quoi? Entre les sexes. Ok, ouais. Donc il y a un sexe qui serait supérieur à l'autre. Okay. Discrimination sur la base du genre. Ok. Des discriminations sur la base du genre, ouais. Ouais, ouais. Plus que discrimination, traiter quelqu'un différemment à cause de son genre. Ok. Effectivement, si on prend la définition du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, le sexisme, c'est l'ensemble des attitudes, propos et comportements, donc c'est important d'avoir les trois, qui sont fondés sur des stéréotypes de sexe. Donc, vous voyez, sexisme, attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, c'est-à-dire que le racisme, en fait, c'est exactement la même chose, mais fondé sur des stéréotypes de religion, race, en France on dit pas race, mais de couleur de peau, etc. etc.
je vous ai mis la suite de la définition pour que vous ayez aussi de façon consciente ou inconsciente. Et bah, ça reboucle complètement avec les biais cognitifs, c'est-à-dire que parfois on n'a pas conscience qu'on a des attitudes, propos et comportements sexistes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne le sont pas. Alors, l'idée, c'est pas de se dire on est tous des méchants sexistes, mais c'est justement d'essayer de comprendre et de mettre le doigt sur nos comportements, nos propos, nos attitudes qui peuvent être sexistes. Et un stéréotype, c'est quoi un stéréotype? Compliqué de définir ça. C'est une idée préconçue. Ok, ouais. Ok, quoi d'autre? C'est une très bonne définition d'ailleurs, mais si quelqu'un souhaite enrichir. J'ai pris la définition du Larousse. Et elle nous dit ça. C'est une caractérisation symbolique et schématique d'un groupe qui s'appuie sur des attentes et des jugements de routine. À quoi ça vous fait penser le terme jugement de routine? Ouais, exactement. C'est-à-dire que, bah, en fait, on se rend même pas compte. C'est une catégorisation, c'est automatique, c'est pilote automatique. Il y a une femme, du coup, c'est ça. Il y a une personne qui est jeune, du coup, c'est ça. Il y a une personne qui est racisée, du coup, c'est ça, etc., etc. Ok. Bon. C'est moins marrant que de deviner le sexe de Daisy et Mario, mais je pense que c'est quand même intéressant de passer par ces petites définitions. Ok, alors maintenant je voudrais vous parler d'un concept qui est hyper intéressant en psychologie qui s'appelle l'amorçage. Je vais vous poser une suite de questions et je vais vous demander d'y répondre dans votre tête. Dans votre tête. Ça va être des questions assez simples, je vais relativement enchaîner, mais c'est important que vous formalisiez la réponse que vous avez en tête. Ok, vous êtes prêts? Oui. Ok, super. Quelle est la couleur de la neige? Ok, blanche. Quelle est la couleur de la Maison Blanche? Blanche. Ouais, blanche aussi. Quelle est la couleur du coton? C'est blanc. Quelle est la couleur de la crème chantilly? C'est blanc. Et que boivent les vaches? Alors, ok, peut-être que vous avez pensé à du lait. Peut-être que vous avez pensé à du lait, mais en fait, c'est de l'eau. Alors, pourquoi vous avez dit du lait? Pourquoi vous avez pensé à du lait? C'est blanc. C'est blanc, ok. Donc là, je vous ai amorcé quelque part. C'est-à-dire que l'amorçage... Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, c'est l'idée que je peux vous influencer en créant un contexte. Et imaginez que si je suis capable de vous faire dire que les vaches boivent du lait, bah c'est... Voilà, on peut vous faire dire, on peut vous rendre sexiste, on peut vous rendre raciste, etc. etc. Je vous donne d'autres exemples sur l'amorçage qui sont assez intéressants. On a une expérience où on demande à des participants de créer des phrases sur la base de mots qu'on leur donne. Exercice assez simple. Et comme souvent dans les tests, dans les expériences en psychologie, en fait, ce qu'on veut tester, c'est pas vraiment ce qu'on dit aux participants. Sinon, ils sont sur leur garde. Donc, on a trois groupes. On a le premier groupe, on lui donne des mots associés à la politesse. Cordialement, respect, courtois. Le deuxième groupe, des mots neutres. Et le troisième groupe, des mots associés à la violence, à l'agressivité, etc. Et ce qu'on veut vraiment tester, ce qui nous intéresse ici, c'est comment ça va influencer le comportement ensuite. Donc, les participants font leur exercice et ensuite on leur demande de traverser un couloir pour aller remettre leur travail à un autre expérimentateur qui est en train de discuter avec quelqu'un. Et on va savoir si les personnes vont interrompre cette personne, sachant que si on n'interrompt pas la personne, on doit attendre 10 minutes. La conversation, c'est 10 minutes dans l'expérience. Ok. Alors, d'après vous, est-ce que ça a une influence? Bah si c'était non, je vous en parlerai pas. Donc oui, ça a une influence, et ça a même une influence énorme, parce que on passe de 18% quand on a amorcé les gens avec des mots sur la politesse, à 62% des gens qui interrompent la personne quand on a amorcé avec des mots qui sont associés à l'agressivité. Une autre étude exactement sur le même principe, où on donne à un groupe des mots qui sont associés à la vieillesse, et à un groupe des mots qui sont associés à l'énergie, à la vigueur et à la jeunesse, etc. Et en fait, on calcule le temps qu'ils mettent pour aller à l'expérimentateur, et en fait, ils sont plus lents quand on les a ancrés, quand on les a amorcés sur des mots qui sont associés à la vieillesse. C'est pas énorme, mais il y a quand même une différence sensible. Dernier exemple que je peux vous donner sur l'amorçage, si je vous pose la question « Êtes-vous satisfait en général de votre vie ?», je peux influencer votre réponse avec ma question précédente, c'est-à-dire que si je vous demande juste avant « Citez-moi
3 expériences, 3 moments heureux dans votre vie récents, vous allez trouver facilement, grosso modo. Mais si je vous demande, citez-moi 10 moments heureux dans votre vie récents, là, ça va être plus dur. Vous allez peut-être en trouver 5, 6, 7, et après, bah, vous y arrivez plus, quoi. Ou alors, vous allez mettre plus de temps. Et donc, bah, après, vous allez vous dire, mais en fait, ma vie, elle n'est pas si heureuse que ça, quoi. Et donc, en fonction de la question précédente, je peux influencer votre perception de la satisfaction que vous avez de votre vie. C'est puissant, la psychologie, quand même. Ok, donc l'idée numéro 5 que je souhaiterais vous transmettre, c'est l'amorçage, le fait que notre environnement nous pousse, influence nos raisonnements et nous pousse à raisonner selon des stéréotypes. Donc avoir des jugements de routine. Ah oui, je vous donne d'autres exemples sur l'amorçage, un peu dans le quotidien, et notamment sur les stéréotypes de genre. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Ça nous évoque que les femmes, elles sont associées à faire du ménage ou à faire du ménage. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Moi, celui qui m'offre un aspirateur pour me mettre des mètres, il le prend dans il est en promo. La DPR, c'est le barbecue. Ouais. Allez, c'est pareil. Alors, pourquoi on fait ça en vrai? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi le raisonnement derrière ça? Alors, question 1, c'est quoi le raisonnement? Et question 2, c'est quoi la conséquence? Comment? Les hommes n'aiment pas passer l'aspirateur. Les hommes n'aiment pas passer l'aspirateur. En fait, ils le font pas, donc en fait, c'est un cadeau pour la mère, en gros. Ça lui fait gagner du temps. Ça lui fait gagner du temps, ouais. Ça dépend des cultures, en fait. Hein. Les civilisations, ce que j'appellerais. Dans la planète, on ne fonctionne pas tous pareil. Hein. Sur les tâches domestiques? On parle là, mais je veux dire, il y a des peuples, enfin moi j'en ai connu, qui ne raisonnent absolument pas du tout comme on vient de le dire. Donc c'est-à-dire, comment ils raisonneraient? Il y a des hommes ou des gens, à la rigueur, qui font des choses au même titre que les femmes font autre chose. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est complètement inversé. Ok, ouais. Il y a probablement des... culture générale sur la planète pour comprendre qu'il y a des hommes qui font le travail des femmes et que les choses sont inversées. Ok. Voilà. Ok. Le fait qu'on n'ait pas d'exemple en tête, ça dit déjà quelque chose encore. Oui, alors, disons que, en tout cas, moi, les cultures que je connais, occidentales, on va dire, c'est plutôt, la répartition, elle est plutôt comme ça. Mais si je reviens à cette idée-là, fête des mères. Donc, il y a des promotions sur le PQ et il y a des promotions sur l'aspirateur. En gros, en fait, c'est même plutôt, on va faire plaisir à, quelque part. Fête des mères, vraiment. Ouais, c'est faire un cadeau à. Et en fait, quand on est exposé à ce genre de choses, on commence à y croire, en fait, quelque part. On commence à se dire, oui, c'est le rôle de la mère de remplir le réservoir à papier toilette, c'est le rôle de la mère de passer l'aspirateur, etc., etc. On est aussi confronté à ça. Ça repose, évidemment, sur des stéréotypes sexistes, mais ça nous pousse à aussi avoir des stéréotypes sexistes. Alors, ça, chaque année, pour la fête des mères, il y a des choses qui sortent, c'est de plus en plus corrigé, parce que c'est de plus en plus... ça passe de moins en moins, quoi, en fait. Et à Noël, pour les jouets, c'est un peu de plus en plus corrigé aussi. Mais souvent, la réponse, c'est ah oui, c'est tel magasin qui a eu une initiative individuelle, c'est pas de notre faute, etc. Mais au moins, effectivement, c'est corrigé. Un autre exemple que je peux vous donner, c'était cette pub pour le McDo. Il y a sûrement un poste de test d'accueil pour vous et il y a sûrement un poste de manager. Donc là, pareil, c'est aussi un petit amorçage. Plus je vais être confronté, moi, en tant que femme, au fait qu'on me propose des postes de test d'accueil, etc., et pas de manager, plus je vais l'intégrer. Plus je vais intégrer que c'est pas fait pour moi. Ok. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si nos jugements s'appuient sur des stéréotypes? On essaie de se mettre dans la même situation. Si c'est homme-femme, on essaie d'imaginer qu'on a de s'opposer en face et de se dire est-ce que j'aurais dit la même chose ou est-ce que j'aurais... Alors, c'est un bon réflexe, effectivement. Est-ce que... l'exemple de tout à l'heure, je suis surpris parce que c'est une femme. Oui, là, effectivement, on se rend compte qu'il y a un stéréotype, effectivement. Donc, on peut se demander, est-ce que j'ai dit ça parce que c'est une femme? Est-ce que j'ai dit ça parce qu'il est jeune? Est-ce que j'ai dit ça, etc., etc.
On peut se demander, mais on n'aura pas forcément toujours la bonne réponse. Mais le fait de simplement, enfin, le fait de se demander, c'est déjà pas mal. Quoi d'autre? On transpose dans une autre, situation Ouais. ou dans un autre contexte. Ok. Voire même, on peut, si on trouve des exemples. Voilà, c'est exactement la même situation. La seule chose qui varie, c'est le genre, l'âge, etc. Ouais. Ok. Même dans ce qui est écrit, remplacer homme par femme. Quel des pères, Ah oui. voilà, dans toutes les phrases ou dans une femme à tel poste, est-ce qu'on dit un homme à tel poste? Non, on dit... C'est vrai que s'il y avait des promotions sur les aspirateurs pour la fête des pères, on se dirait mais enfin, pourquoi en fait quoi. Et du coup, on devrait aussi se le dire pour la fête des mères. Ok. Ici, je souhaiterais vous parler de deux choses. Il y a les tests explicites. Les tests explicites, c'est ce que les gens veulent bien dire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions, on va vous demander de répondre. La carrière est un concept associé aux hommes. Et je vous demande si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, neutre, plutôt pas d'accord, ou pas du tout d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas du tout un test? Pas du tout d'accord. Ok. Ça dépend du niveau d'études au départ. Ça dépend du niveau d'études au départ, ok. Alors, donc c'est un concept qui va être associé au niveau d'études. Ok. Mais la question c'est celle-ci. En gros, si je vous pose cette question, il y a de grandes chances que vous me disiez, bah non, les femmes aussi peuvent faire carrière, etc. Ok. C'est pas tout à fait la question, mais c'est un peu ce qu'on a envie de répondre. La famille est un concept associé aux femmes. Il y a de grandes chances que, surtout là, si je vous demande de vous lever et de dire ce que vous en pensez, il y a de grandes chances que vous disiez un peu, bah non, je suis pas d'accord, quoi, quelque part. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est il n'est pas acceptable que les comités de direction soient majoritairement masculins. Ok. En gros. Ça dépend des boîtes. Je m'excuse, je voudrais intervenir de la visio là. Vous m'entendez? Chez L'Oréal. Oui. Oui, alors. Oui, alors, enfin, de manière générale. De manière générale. D'une manière générale, on est facilement pas d'accord avec ça. Ouais. Ok. En psychologie, vous avez ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que, en gros, vous allez agir ou vous allez répondre à une question en fonction de ce que vous projetez qu'on attend de vous ou de l'image que vous avez envie d'avoir de vous-même. Et donc, il y a de grandes chances que vous disiez que c'est pas acceptable que les comités de direction soient majoritairement masculins. Sauf que, et d'ailleurs, y compris, alors encore plus si c'est, vous le dites devant plein de gens, mais y compris si c'est anonyme. Parce que même quand c'est anonyme, il y a ce biais de désirabilité sociale au sens où vous protégez l'image que vous avez de vous-même. Et donc vous allez dire, non, c'est pas bon. Ok, donc ça c'est les tests explicites. Mais ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que même si les tests explicites ne révèlent pas de sexisme, de résonance sexiste, ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Et du coup, je souhaiterais vous parler de quelque chose qui est plus intéressant, c'est les tests implicites, ce que les réflexes des gens disent d'eux-mêmes. Alors, c'est là où je vais vous faire vivre une petite expérience, et je vous donne le site, là, si vous voulez le tester, projectimplicit.net, vous pourrez aller voir. Là, je vais vous faire un peu en dégradé, mais je pense que ça va être intéressant, c'est à vous de me le dire. Alors, je vais vous donner, on va faire 4 exercices. Alors, non, 5 exercices. Le premier exercice, c'est de différencier la main gauche et la main droite. Je vais vous donner plusieurs prénoms. Donc, main gauche, c'est par là, main droite, c'est par là. Je vais vous donner plusieurs prénoms. Et je vais vous demander de lever votre main gauche si c'est un prénom féminin et votre main droite si c'est un prénom masculin. Et quand ils font les deux, on lève les deux? Il n'y aura pas de deux. Il n'y a pas d'ambiguïté, là, il n'y a pas de piège. Vous êtes prêts? Et prêtes? Alors, Corentin. Ok. Lucas. Ok. Lucie. Ok. John. Ouais. Et Lise. Ok. Bon. Tâche plutôt simple. Maintenant, je vais vous demander de lever la main gauche si on parle de concepts, de mots qui sont associés à la famille, et de lever la main droite si on parle de mots qui sont liés à la carrière. Ok? Enfant. Ouais, famille. Foyer, famille aussi, promotion, carrière, Noël, famille, les deux. Et patron. Et patron, c'est carrière. Oui, ça. Ok, plutôt simple aussi. D'accord? Jusque-là? Ouais? Ok. Alors maintenant, évolution. Je vais vous demander de lever la main gauche, soit s'il y a un prénom féminin ou un mot qui est associé à la famille, et de lever la main droite si c'est un prénom masculin ou un mot qui est associé à la carrière.
C'est un test de coordination. Vous allez commencer à lever les pieds, je ne vais pas comprendre. Attention. Donc, par exemple, si je dis, je vous donne un exemple, si je dis Lucie, c'est un prénom féminin, donc vous leverez la main gauche. Ok ? Allez, on le fait. Corentin. Ok, main droite. Enfant, famille à gauche, promotion, carrière à droite, John, prénom masculin à droite, Lucie, prénom féminin à gauche. Ok. Ça a l'air un peu plus dur, mais finalement, il n'y a pas eu énormément de différence. Et maintenant, on inverse. C'est-à-dire qu'on va lever la main gauche, c'est un prénom féminin et une carrière, et il est associé à la carrière, ou un prénom masculin, ou associé à la famille. Enfant. Main droite, ouais, famille. Lise. Prénom féminin à gauche. Promotion. À gauche, ouais. C'est la carrière. Noël. Noël, c'est la famille. Et Lucie, prénom féminin à gauche. Ok. Alors. Pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce que c'était facile d'associer les femmes. Les femmes et la famille déjà, avec les premiers exercices. Ouais, ok. Alors, disons que c'est plus simple de faire directement, enfin de démarrer par les 1 et 2 parce que c'est plus simple, donc ça vous met un peu dedans. Qu'est-ce que je vous montre en fait avec ça? Ouais. C'est plus simple de réfléchir par genre que par concept. Par genre que par quoi, pardon? Que par concept. C'est-à-dire? Typiquement pour la première, j'ai levé la main gauche. Et je me souviens plus exactement ce que c'était le mot, mais c'était oui, c'était enfant. Et j'ai levé la main gauche directement sans avoir checké ou quoi que ce soit. Mais... Ok. Et c'est une mauvaise réponse hein, pour le coup. Oui. Ouais. Ok. En fait, ça demande plus d'attention quand c'est croisé féminin et carrière. Ouais. Et pourquoi? Parce que carrière, c'est plus okay. des associations. Donc en fait, c'est exactement ça l'idée. C'est de se dire que on peut dire que non, on ne pense pas que carrière est féminin, carrière est associée à masculin et que famille est associée à féminin, mais en fait, c'est quand même ce qu'on a en tête, quoi. Et donc, quand on fait ce test-là, prénom féminin ou prénom masculin, le temps de réaction, oui, c'est ça en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on teste, c'est votre temps de réaction. Là, je ne peux pas vraiment calculer, mais en gros, si vous le faites en réalité, vous le faites en appuyant sur un bouton. Donc là, en appuyant sur un bouton, on peut tester votre temps de réaction. Famille carrière, c'est la même chose. C'est facile, c'est simple, hein, c'est le même temps de réaction. Et en fait, le troisième exercice qui a l'air un petit peu plus compliqué, en fait, c'est le même temps de réaction, plus ou moins. C'est sensiblement la même chose. Et le dernier, c'est là où il y a un temps de réaction qui est plus important. Alors, vous voyez, c'est pas 4 secondes, mais c'est quand même 25%. Il y a quand même cette idée qu'il y a une différence sensible. Est-ce qu'il n'y a pas un biais du fait qu'on a fait les premiers tests avant et que du coup on a enregistré... Ce serait intéressant de commencer le test avec le dernier pour savoir si c'est quand même 0,80. Mais je comprends le test. Je dirais même que, en fait, je pense que ça simplifie les choses, et je pense même que le fait de faire ça avant ça, ça familiarise avec le ou. Et donc, en fait, si on mettait ça ici, ça augmenterait encore le temps de réaction, parce qu'il y a quelque chose de conceptuel de mince, c'est et, c'est ou, il y a un peu ça. Et après, est-ce qu'il y a un biais? Je sais pas. Enfin, peut-être ou peut-être pas en réalité. Ouais. Du coup, il faut les machines qui. Donc, je vous mets enfin, vous avez le site et en fait, il vous propose de tester plusieurs choses, parce que là c'est sur homme-femme, mais en fait on pourrait le faire aussi, et ça existe aussi sur le racisme. C'est-à-dire que vous avez un prénom français et un prénom à consonance étrangère. Et ensuite le deuxième, donc on vous demande droite-gauche, et ensuite on vous dit est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif. Amour, guerre, câlin, blessure, etc. Et ensuite on fait la même chose, et on se rend compte que c'est plus difficile d'associer les concepts positifs et les prénoms à consonance étrangère que les concepts positifs et les prénoms à consonance française. Et ça ne veut pas dire qu'on est des afro-racistes, ça veut simplement dire que on a été amorcé, on a été exposé à, et du coup on a ce réflexe qui est plus fort que nous quelque part. Mais l'idée c'est qu'il faut ne pas balayer ça d'un revers de main. Et donc, pour répondre à la question sommes-nous tous sexistes? Moi je me permets juste, allez-y. Sur ce test, je suis pas tout à fait à l'aise parce que beaucoup de gens ont aussi une mémoire graphique.
Et le fait qu'il y ait des couleurs, en tout cas dans mon cas par exemple, le fait que les couleurs elles aient été toujours le rouge à droite, le orange à droite, et après on les inverse, je pense que ça joue aussi à augmenter le temps de réaction. Donc sur ce test-là, personnellement, je trouve que la couleur rend le test moins... Enfin, je l'achète moins facilement. J'y prends moins facilement. Je crois que si vous allez sur le site, je crois pas qu'il y a des couleurs. Je les ai mis pour colorer un peu. Je vous le dis, en tout cas, moi je trouve que ça, dans mon cas, ça me gêne. Ok. En tout cas, enfin, presque, de nouveau, dans les expériences en psychologie, il y a des contre-exemples, il y a des personnes qui y arrivent autant, etc. Mais voilà, disons que Je trouve que sur la crédibilité, ça me gêne un petit peu, le fait qu'il y ait des couleurs. Ok. Mais la couleur en tant que telle n'est pas, enfin je crois pas, n'est pas un élément intrinsèque à... On va aller sur le site pour les Je vais essayer tout de suite. Voilà. Ah, mais je suis désolée, je suis hyper... Mais non, mais pas de problème, vous allez tout à fait raison. Tout à fait raison. Oui, ok. Donc la sixième idée, elle était celle-ci. Je reviens un tout petit peu en arrière. Les associations implicites, donc c'est-à-dire que même si on pense ne pas être biaisé, même si on pense ne pas avoir de stéréotypes, bah, il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas, en gros. Et une bonne façon de le savoir, c'est un peu de tester notre temps de réaction dans certaines exercices. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? On va arriver tranquillement à la troisième partie. Est-ce que l'âge rentre en ligne de compte? Est-ce que l'âge? Oui, est-ce qu'on est plus influençable vieux ou plus influençable jeune? Alors, je ne sais pas vous répondre précisément, mais en tout cas, plus on est... Enfin, en fait, c'est pas tant une question d'âge qu'une question de à quel point on a été amorcé, en gros. Amorcé depuis plus fort. Ça est conditionné depuis plus longtemps. Mais je peux avoir 80 ans, et si j'ai vécu dans une société où, en gros, le racisme n'existe pas, le sexisme n'existe pas, bah, voilà, c'est pas une question, enfin, c'est pas qu'une question d'âge, à mon sens, c'est une question de à quel point j'ai été confronté à. Bien sûr. D'autres questions? Même peut-être à distance, hein, n'hésitez pas sur le chat, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors. Du coup, ça n'a peut-être pas forcément à voir avec le sexisme, mais est-ce qu'il y a certains biais qu'on a, par exemple, quand on est très très jeune, et qui n'est pas forcément confronté à notre éducation, à ce qu'on voit à l'école, ou est-ce que, je sais pas, je pense à des enfants de 2 ans par exemple, est-ce que eux, ils vont avoir aussi ce type de choses-là qui peuvent interagir ou pas? C'est génétique en fait. Enfin, il y a une partie génétique dans les biais cognitifs, il y a effectivement une partie culturelle. Une partie génétique? Ah bon? Bah, on est biaisé quoi, quelque part. Il y a, enfin, l'évolution, parce que c'est un réflexe, je vous parlais d'évolution tout à l'heure. Il y a cette idée que... le biais en lui-même qui est dans nos gènes. Ouais. C'est le fait d'être potentiellement biaisé, mais c'est pas le biais en lui-même. Bah, je sais pas vous dire en réalité si... ouais. Par rapport aux enfants, je sais que les enfants ont plus tendance à être sympathiques avec des visages qu'ils trouvent beaux, qui sourient, par rapport à la symétrie. Ouais. Ça c'est un effet de halo quelque part. Voilà, exactement. Mais donc généralement, une personne qui va ressembler aux parents d'enfants, de frères et sœurs. Oui, ok. Il y a un peu, c'est un visage familier et du coup, c'est ça. Si je reviens sur la génétique, les biologistes nous disent qu'on a tendance à surestimer le côté culturel dans qui on est en fait, et à sous-estimer souvent ce qui vient de, enfin, à quel point c'est codé en nous quelque part. D'accord, mais tous les stéréotypes sont acquis et ne sont pas innés. Alors, par exemple, pourquoi les animaux nous fuient? Pourquoi les animaux nous fuient? Parce qu'on ne sent pas bon. Parce qu'on sent pas bon, ouais. Parce qu'ils ont vu leurs parents fuir quand ils voilà, ouais, parce qu'ils ont vu leurs parents, mais il y a aussi un réflexe de survie quelque part. Il y a aussi un réflexe de, il y a des milliers et des milliers d'années, bah, en fait, eux, ils nous tuaient, quoi. Ouais. Après, c'est aussi dû au fait que les animaux, enfin, par rapport au fait que nous, humains, on est trop tôt par rapport à un animal du même gabarit. Ouais. Ce qui fait que nous, on est une éponge, alors qu'eux, ils ont déjà un séquençage, en fait, où ils vont réagir. Ok. Ah oui, donc l'idée que la génétique ne fonctionne pas chez les animaux. Oui, exactement. Ok. Ok, ça me convainc.
Non, ça me convient. Juste pour couper, effectivement, il n'y a pas de couleur sur le test. Ok, il n'y a pas de couleur. Je vais mettre un peu de gaieté, mais c'est un peu Est-ce que c'est dans le même ordre du coup, les gaietés? Ouais, c'est dans le même ordre. Oui. Alors, il y a une question en ligne d'Emery qui demande à quel âge commence-t-on à avoir des stéréotypes de genre ou autre. Bah, ça dépend où on grandit déjà, mais effectivement assez vite, quoi, en gros. Effectivement assez vite. C'est dans la relation sociale, donc dès l'école, en fait. À la maison, dans la fratrie. Quelque chose qui semble anodin, le fait qu'à table, enfin au repas, le père et la mère s'assoient toujours au même endroit, bah, ça nous projette quelque chose de, il y a des rôles genrés. En gros, ça c'est la place du père, ça c'est la place de la mère. Et puis il y a des choses, c'est complètement inconscient. On ne le conscientise pas, mais on va projeter que, bah, oui, si mon père s'assoit là et ma mère s'assoit là, c'est probablement que, bah, en fait, de manière générale, dans la société, la mère a une place et le père a une place. Je ne sais pas répondre à toutes vos questions, il y a des questions qui vraiment sortent très largement de mon champ de compétences, mais j'essaie de réfléchir en même temps. D'autres questions? Interrogations, remarques, réflexions? Ben, on peut essayer de se demander comment on peut lutter justement contre ces stéréotypes, et je démarre en vous posant la question. Comment on fait? Comment on peut faire? Déjà, il faut en avoir conscience. Ok. Détective. Effectivement, c'est le point de départ. Si on n'a pas conscience qu'on a des réflexes sexistes ou que nos jugements reposent sur des stéréotypes, bah, on ne changera pas, quoi. On ne se posera pas ces questions. Et une fois qu'on en a conscience, on va se renseigner sur l'inverse de notre idée reçue, peut-être pour... Ok. Pour donc, on échange. Ouais, ok. Donc, mieux connaître. On disait le stéréotype, c'est un jugement sur un groupe, un jugement schématique sur un groupe. Si on va mieux connaître ce groupe-là, enfin, les personnes, les membres de ce groupe, il y a de grandes chances qu'on ait moins de stéréotypes. Ouais. Je vais dire la même chose. Ok. D'autres choses que vous souhaitez partager? Ok. Allez, je vous partage quatre conseils. Donc effectivement, le premier, c'est de prendre conscience de ses biais. Si on n'a pas conscience qu'on est biaisé, bah, on va continuer à l'être. Mais c'est pas parce qu'on a pris conscience qu'on est biaisé qu'on ne le sera plus par magie. C'est important de l'avoir en tête. Je vous donne quelques exemples. L'effet de halo, tendance à juger entièrement une personne sur la base d'une unique caractéristique. On le disait tout à l'heure, je vous donne un exemple. Dans cette réunion, mon collègue s'exprime avec plus d'assurance que ma collègue. Et donc, le halo va nous dire, bah, s'il s'exprime avec de l'assurance, s'il parle fort, c'est probablement qu'il est compétent, c'est probablement qu'il est plus en maîtrise de son sujet. Donc, c'est lui qui a raison. Prendre conscience de ça, c'est justement se dire, en fait, non, c'est pas parce qu'il s'exprime avec assurance qu'il est plus compétent que l'autre qui parle moins fort, bute sur les mots, etc. C'est un peu l'exemple pourquoi on réclame moins d'argent, c'est pas uniquement parce qu'on pense qu'on mérite moins, bah, c'est parce que aussi on nous a construit à moins réclamer, parler moins fort, parler avec moins d'assurance, etc. Il y avait une moue quelque part? Non? Il me semblait avoir une moue. Non? Ok, n'hésitez pas, moi je suis... Deuxième exemple, l'effet d'ancrage. Tendance à surpondérer les premières informations obtenues. Bon, les femmes parlent plus que les hommes. Ok, ça c'est quelque chose, on l'a entendu. Mais maintenant, je vous dis qu'il n'y a aucune étude qui a jamais démontré ça. Voire même, c'est plutôt égal, quoi, en gros. Bah, on va pas changer d'avis, en fait. Parce que on s'est tellement ancré en nous, on l'a tellement entendu, que l'étude cette info qui pourtant est cruciale, il n'y a aucune étude scientifique, c'est-à-dire que cette idée-là, on n'a jamais réussi à le démontrer. Enfin, on n'a jamais réussi. On l'a jamais démontré, en tout cas. Bah, pour autant, on est ancré. Et donc, on ne change pas d'avis. Parce que les premières informations, même si la source était un peu bancale, enfin, même s'il n'y avait pas de source d'ailleurs, on va considérer que c'est plus important. Donc là, il y a un peu cette idée de être aussi capable de changer d'avis. Se dire, bah, il y a peut-être des choses que j'ai entendues qui sont ancrées en moi depuis des années, bah, il faut que j'arrive à prendre conscience, à prendre en compte les nouvelles informations dont je dispose. Dernier exemple que je souhaitais vous partager, le biais de confirmation, je vous en parlais aussi. J'ai toujours entendu que les femmes parlaient plus que les hommes. Bah, là, du coup, prendre conscience qu'on va être plus prompte à remarquer quand une femme parle plus que la moyenne d'un groupe que quand c'est un homme qui le fait. Et donc, le fait de prendre conscience de ça, ça peut aussi nous aider à réduire les effets. Ouais. Paradoxalement, j'ai autre chose à dire là-dessus. Ouais. C'était bavard. Ça m'intéresse.
Alors, là-dessus, c'est quoi exactement? Sur les deux derniers, du coup, plutôt. Okay. Parce que typiquement, autant j'ai pas l'impression d'avoir cette idée-là ancrée en moi, que les femmes parlent plus que les hommes. Ouais. Autant on m'a déjà fait remarquer que moi je parlais beaucoup pour un homme. Ok. Ah oui, ok. Donc, ça repose un peu là-dessus, quoi. Parce que les hommes sont peut-être plus taiseux, plus mystérieux, plus voilà. Même il peut y avoir le stéréotype de plus réfléchi. On ne dit pas ce qui nous passe par la tête. Et il peut y avoir un peu cette idée-là. Ok. Les autres, vous avez ça en tête? Les femmes parlent plus que les hommes? C'est quelque chose que vous avez en tête? Les femmes parlent plus fort que les hommes. Les femmes parlent plus fort que les hommes? Ok, moi j'ai dans plutôt mon entourage. J'avais plutôt l'inverse en tête. Je te lis ouais, il y a une question. Remarque en ligne de Christine. Les réseaux sociaux, la publicité et la presse usent sans cesse de nos biais. Le halo fait que, c'est écrit en même temps, ça saute, qu'on a souvent les mêmes experts. Le biais de confirmation, c'est presque l'algorithme de Google. Si je cherche une info, est-ce que ma façon de la poser ne me donne pas que les éléments qui vont dans ce sens? En tout cas, c'est sûr qu'on peut trouver sur Google quelque chose qui va dans notre sens, quoi. Et s'il y a les 3 premiers liens, on n'est pas content parce que ça ne va pas dans notre sens, on va chercher le 4e. Quoi. Et je vous disais, c'est un problème de démocratie aussi parce que Twitter, Instagram, Facebook, etc. Instagram un peu moins parce que c'est moins politique, mais Twitter et Facebook, c'est créé pour créer une bulle autour de nous. Et on a l'impression que tout le monde est d'accord avec nous. Et donc, ça nous renforce dans l'idée qu'on a raison. Mais c'est simplement que, en fait, on ne parle ou on s'expose à des idées que des personnes qui sont d'accord avec nous parce que ça nous conforte. Et c'est pas tant que tout le monde pense comme nous, c'est juste qu'on n'écoute que les gens qui pensent comme nous. Et l'algorithme aussi. Oui, l'algorithme pousse, mais c'est vrai qu'on va avoir davantage tendance à suivre des personnes qui disent des choses qui nous font plaisir. Ok, le deuxième, c'est essayer de rectifier le tir. Je vous prends cette image. Voyez un biais cognitif comme une cible. C'est une cible, et sur la première cible, par exemple, vous avez un biais. Vous tirez trop à gauche. Comment vous pouvez faire pour rectifier le tir, justement, ici? On va aller complètement à l'inverse. En fait, si vous essayez de tirer ici, vous avez l'impression de tirer ici, mais à chaque fois que vous tombez à gauche, en fait, rectifier le tir, ça veut dire viser un peu plus à droite, en fait. Vous allez avoir l'impression de viser à droite de la cible, mais comme votre billet, il vous fait viser plus à gauche que ce que vous avez l'impression de viser, en fait, c'est probablement comme ça que vous allez rectifier le tir. Et ça ne vous fera pas avoir l'impression que vous visez au centre de la cible, mais ça vous fera viser au centre de la cible. C'est ça le plus important. Pareil, en haut, si vous avez tendance à viser toujours trop haut, il faut viser un peu plus bas. Et à droite. Là, j'ai du mal. Ah, ouais, je suis opticien. Mais ici, c'est pas un problème de biais, en fait, c'est juste un problème pas d'incompétence, mais en fait, en psychologie, ici, le concept que vous avez ici s'appelle le bruit. Le bruit, c'est la variabilité du jugement. C'est-à-dire que si je vous pose la même question à quelques jours d'intervalle, vous pourrez peut-être me répondre 2 choses différentes. Alors, il peut y avoir une variabilité interpersonnelle, enfin intrapersonnelle en l'occurrence, ou une variabilité interpersonnelle quand, par exemple, 2 médecins ne disent pas la même chose sur le même cas. Ou, très classique, 2 juges ne donnent pas, enfin très classique, 2 juges ne donnent pas la même réponse à un même cas, parce que ça va aussi dépendre, ça a l'air un peu absurde, mais ça va dépendre de l'heure de la journée. Les juges sont plus sévères en fin de matinée parce qu'ils ont faim qu'en début de matinée. Les juges sont plus sévères quand leur équipe de foot a perdu la veille, quand il pleut, voilà, plein de choses qui font que... en fait, ce que nous dit Daniel Kahneman, parce que c'est aussi lui qui a écrit le livre Noise, bruit, Noise aussi en français d'ailleurs, il nous dit dès qu'il y a un jugement humain, il y a du bruit, et plus qu'on ne le pense. Le jugement humain n'est jamais infaillible. Ok, donc voyez-le vraiment comme ça. Je vous mets cette petite image de la cible au sens où, si vous avez tendance à être en retard, si vous avez 20 minutes de trajet, ne prévoyez pas de partir à moins 20, prévoyez de partir à la demi en fait. Parce que votre billet de retardataire va vous faire partir à moins 20 quand vous aurez essayé de partir à la demi. Ok. Ça c'est du vécu. C'est ma résolution de l'année de ne plus être en retard, ou en tout cas de ne plus viser juste. C'est pour ça que les femmes sont en retard. Parce que... Ah, je l'ai pas ça. Mais je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Donc, d'autres exemples. Biais de surestimation. Tendance à exagérer ses compétences.
je suis sûr de moi à 100% sur la date de cet événement, je ne peux pas avoir tort. Comment est-ce que je peux rectifier le tir ici? C'est suivant, hein, mais la culpa. Alors, pour le moment, je ne sais pas encore si j'avais raison ou pas. Mais en tout cas, on est dans une discussion où vous me dites que c'était en 2019, et moi je vous dis que c'est en 2018, et je suis sûr à 100%. Je pense avoir raison, réfléchir à vérifions. Ouais, ok, je pense avoir raison, mais vérifions. Okay. C'est vrai, le fait que c'est notre opinion, je pense fortement que c'est là. Ok. Alors, déjà, c'est un peu, je suis sûr à 100%, c'est un peu compliqué. On peut rectifier le tir en se disant, mais mince, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'avais déjà dit je suis sûr à 100% et je me suis trompé, en gros. J'avais pas raison. Donc, il y a un peu cette idée de se dire, je sais que j'ai tendance à être trop sûr de moi, donc, quand je suis trop sûr de moi, ça doit faire tilt et je rectifie le tir. Je suis peut-être, en fait, au fond de moi-même 100% sûr, mais je suis toujours 100% sûr, en fait. Donc, du coup, je dois un peu rétropédaler en me disant, je ne vais pas dire 100% parce que, en fait, souvent, je dis 100% et je me trompe. À l'inverse, biais de sous-estimation. Donc là, effectivement, il y a cette idée que certaines personnes se surestiment et d'autres personnes se sous-estiment. Je pense ne pas avoir toutes les compétences requises pour ce poste. Je veux rectifier le tir en... On peut essayer. Ouais. Dans ce plan d'une situation, on avait pensé la même chose et on avait réussi à l'atteindre. Ok. Alors ça peut être effectivement une stratégie pour un peu combattre le syndrome d'imposture. Mais là, quand on parle de rectifier le tir, c'est-à-dire que j'arrive pas à me convaincre que j'ai toutes les compétences requises. Mais sauf que je sais que j'ai tendance à sous-estimer mes compétences. Donc, en fait, je rectifie le tir en candidatant quand même. J'ai peut-être l'impression de ne pas avoir toutes les compétences, mais j'y vais, parce que je sais que je me sous-estime quelque part. Et c'était le chiffre de tout à l'heure, c'est les femmes candidatent à un poste quand elles ont 100% des compétences requises, les hommes candidatent à un poste quand ils ont 60% des compétences requises. Le man-interrupting. Tendance à couper davantage la parole aux femmes qu'aux hommes. Ah oui, alors ça c'est pénible. Ça, c'est très pénible. Je peux rectifier le tir en... Comment est-ce en les écoutant. Ok. Comment on peut faire très concrètement? En évitant toujours de couper la parole à qui que ce soit. Alors, ok. On peut se dire, je vais essayer de couper la parole à personne. Sauf que j'ai conscience, d'ailleurs, que je sois un homme ou une femme, parce que le man-interrupting, c'est pas tant le fait que les hommes coupent plus la parole aux femmes, c'est vraiment le fait que les hommes et les femmes coupent plus la parole aux femmes. C'est-à-dire que les femmes aussi coupent plus la parole aux femmes qu'aux hommes. Donc, en fait, d'avoir en tête, encore une fois, ce biais, de se dire, quand je parle à une femme, j'ai tendance à davantage lui couper la parole que quand je parle à un homme. Donc, du coup, je rectifie le tir. Moi, par exemple, j'essaie de me dire, quand je parle en même temps qu'une femme, je lui laisse la priorité en gros. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à me dire non, vas-y, et moi je ne cède pas. Non, c'est toi qui montes. Parce que parfois, je ne vais pas m'en rendre compte en fait, que je parle en même temps qu'elle. Et donc elle va se taire, et moi j'y vais parce que je ne m'en suis pas rendu compte, et du coup je vais couper la parole. Donc je peux rectifier le tir en laissant plus de temps, par exemple, avant de reprendre la parole. Je suis en train de parler à une femme, il y a un silence. Allez, peut-être qu'elle va reprendre la parole, donc je laisse un tout petit peu plus de temps. Ouais. Il y a une étude qui a montré que ce man-interrupting avait tendance à être vrai ou pas? Oui, c'est pas un concept militant, c'est un fait qu'on aurait pu imaginer une situation où, comme on avait rappelé la situation avec le métro ou le RER, où on imagine en fait que les femmes remarqueraient plus le fait que ce soit un homme qui leur coupe la parole qu'une femme. En tout cas, c'est pas un concept militant. Il y a une vraie. Pas plus la parole aux femmes, si je ne me trompe pas. Les hommes, là, ce que vous me dites, c'est que les hommes coupent pas plus la parole aux femmes, mais que les hommes et les femmes coupent plus la parole aux femmes. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est un peu l'idée que ça va être moins important, quoi, en gros. Ok. Et le dernier. Le mansplaining. Tendance à expliquer aux femmes des choses qu'elles savent déjà. Comment est-ce qu'on peut rectifier ça? Oh là là, ah oui, ça c'est pénible aussi. Alors comment on peut faire pour arrêter de mansplainer? Ouais, en fait, tout simplement. Je peux rectifier le tir en m'assurant, en essayant de poser la question, en m'assurant que mes interlocuteurs ont besoin des informations que je compte donner. Chose que je ferais peut-être moins en parlant à un homme. Et donc là, je m'adresse à une femme, je sais, parce que c'est un biais. Alors, il y en a qui le font moins que d'autres, mais en tout cas, de manière générale, je sais que quand je m'adresse à une femme, ah mince, je suis allé un peu trop loin.
je vais avoir tendance à un petit peu plus, en gros, expliquer des choses que la personne sait peut-être déjà. Donc, poser la question, c'est déjà pas mal. Des réactions, des questions? Non? Alors, troisième point. On y vient, enfin. Le point médian. Vous avez suivi la semaine dernière, il y avait le lancement... Voilà, exactement. Donc Emmanuel Macron a dit... Le masculin fait le neutre en français. Le masculin fait le neutre, on n'a pas besoin du point médian, etc. etc. Donc, en fait, c'est totalement ignorer la science, en fait, de dire ça. Totalement, pardon. Ignorer la science, en fait. Alors, je vous ai mis cet article de Radio France qui date d'hier, d'ailleurs. Non pas que j'étais en retard sur la préparation de cette conférence, mais j'aime bien prendre en compte l'actualité. Donc, ce que nous dit cette... Enfin, en fait, en l'occurrence, cet article s'inspire d'une étude qui a été faite en 2009 et qui est aussi mentionnée dans un livre que je vais vous partager juste après. Donc, c'est un fait scientifiquement établi, le masculin générique n'est pas neutre. Il induit un biais de représentativité vers le masculin. Une nouvelle étude de psycholinguistique révèle que... Bon, vous savez lire, mais en gros, en fait, donc Emmanuel Macron dit... Enfin, Emmanuel Macron, c'est pas spécialement lui, mais le masculin est neutre. Tout à l'heure, je vous disais, le neutre est masculin. Vous vous souvenez? C'était la première idée que je vous partageais. Mais en fait, le masculin n'est pas neutre. Le masculin est masculin. Quand on demande à des personnes de citer des candidats à une élection, donc candidats, juste au masculin, ils citent majoritairement des hommes. Et quand on leur demande de citer des candidats ou des candidates à une élection, là, ils vont citer 3 fois plus de femmes. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que quand on nous dit des candidats, on ne pense pas neutre en fait, on pense des hommes, on pense des hommes candidats. Ça ne veut pas forcément dire ça, ça veut dire qu'on se force à chercher des femmes qui pourraient être candidates alors que ça ne viendrait pas spontanément à l'esprit. Oui, mais ça ne vient pas spontanément. Non, mais ce n'est pas forcément lié à leur genre, ça peut être lié aussi à leur passé, à la façon dont elles sont connues, à ce qu'elles ont fait. Alors, il y a effectivement en général, moins de candidates aux élections. Il y a moins de femmes qui sont candidates. Alors, il y a de plus en plus la parité aujourd'hui. Encore, on peut se dire que peut-être les hommes politiques sont moins connus que les femmes politiques, etc. Mais en fait, quand on nous dit le masculin est neutre, ça veut dire que ça implique, en termes de logique, le masculin est neutre, ça veut dire que quand je dis des candidats, les gens devraient penser des candidats et des candidates, en fait. Quand on dit des candidats, on ne parle pas des hommes si le masculin est neutre. C'est un mot neutre, en fait, quelque part. Mais vous ne pensez pas que si on posait la question après l'élection, c'était Sarkozy contre Ségolène, le nom de Ségolène sortait naturellement et qu'effectivement, si on pose la question après une candidature homme-homme, c'est le nom d'homme qui sortira et puis le jour où il y aura 2 femmes, c'est le nom de femme qui sortira. Ça me paraît très très orienté comme question. Ouais. Mais c'est peut-être le lien de la politique qui est... L'étude de 2009. Mais juste une question là, parce qu'on sort toujours une belle étude avec des conclusions irréprochables, mais on ne sait jamais d'où elles viennent. Je vais vous donner la réponse. Il y a quand même un paquet d'études qui sont... Et en plus, Radio France, question biais cognitif, ils sont forts. C'est-à-dire ils sont orientés vers l'extrême, enfin, c'est pas une radio neutre. Alors oui, moi aussi, j'ai peut-être aussi mes biais, mais il se trouve que je n'ai pas entendu parler d'études qui diraient l'inverse en fait, quelque part. Moi, je veux bien qu'on sorte des études à chaque fois, surtout les études américaines, c'est les plus folkloriques, mais on a quand même des choses... Il faut des études sur tout et n'importe quoi pour arriver à des conclusions. On n'a pas le déroulé de l'étude, on n'a pas le scénario d'étude, on ne sait pas ce qu'ils ont testé et ils sortent des conclusions. Alors, je vous le donne, en fait, je vous ai mis la référence et je vais vous donner la référence du livre dans laquelle l'étude est évoquée. Et après, si ça vous intéresse, mais vous avez raison, c'est pas dire il y a une étude qui dit que, en général, on peut mettre beaucoup de bullshit derrière ça. Mais la méthodologie me semblait plutôt sérieuse et elle était pas accolée à une élection, en tout cas. C'est un biais de confirmation, c'est une étude et donc elle a forcément raison. Est-ce que c'est un biais de confirmation? Alors, ce qui serait un biais de confirmation, c'est de dire il y a une étude qui dit que le masculin n'est pas neutre et une étude qui dit que le masculin est neutre et que moi je ne sélectionne que celle-là. Il se trouve que, alors pour plein d'autres raisons peut-être, mais dont je n'ai pas conscience, il se trouve que
j'ai pas trouvé d'étude qui dit que le masculin est neutre. Ouais. J'ai une question. Est-ce que dans le cas où on demande aux gens de citer des candidats à une élection, est-ce qu'ils citent uniquement les plus importants et du coup les plus importants ne seraient que des hommes? Et est-ce que dans le cas où on leur demande des candidats et des candidates, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est juste une question, est-ce que c'est plus une question d'importance du candidat? Ou peut-être que ça ne serait pas le cas, et du coup, ils citent des candidats qui sont à 1% et pas les femmes qui sont à 10%, je ne sais pas. Mais c'est une question de... Ouais, alors, effectivement, si on vous demande des candidats, en fait, si les principaux candidats à vos élections de président sont des hommes, bah, vous allez aussi tout de suite penser à ça. Très probablement, si les 5 premières personnes à l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle française étaient des femmes, il y a plus de chances que quand on dit des candidats à une élection, on cite des femmes. Donc il y a effectivement un peu cet effet de sous-représentation. Et le point, c'est simplement que pour qu'on cite des femmes, il faut préciser qu'on veut des femmes, avec le mot candidat. Ce qui implique que le mot candidat n'est pas précis. Attendez, Mais du coup, ils citent des hommes qui sont plus bas que des femmes parce qu'ils ont oublié de citer les femmes. Je n'ai pas ce détail-là, donc je ne veux pas vous dire de bêtises sur la méthodologie de l'étude et sur les résultats de l'étude, mais il est probable parce qu'on leur dit des candidats, il est probable, je prends des pincettes, qui du coup vont chercher des candidats moins connus en oubliant mais voilà, je prends des pincettes, c'est ce que je comprends, mais je n'ai pas le détail. Est-ce que c'est une étude qui a été faite en France ou dans des pays latins ou ça prend aussi le côté anglo-saxon? Je ne crois pas que ce soit en France. Les auteurs du livre sont canadiens, mais il me semble, dans mon souvenir, que c'était un pays européen, mais qui n'était pas la France. Je n'ai pas... Les langage, donc, déjà, sur les noms n'ont pas de genre, alors qu'en latin, les noms... Oui. Alors, pour le coup, c'est... aux États-Unis, quand on demande des candidates, là, oui, pour le coup. Parce que c'est des pays aussi très masculins. Non, là, pour le coup, effectivement, si on a... Enfin, la traduction est fidèle quelque part. Enfin, il ne pourrait pas y avoir le piège, parce que sinon, ça serait vraiment une énorme erreur méthodologique. Et là, pour le coup, il y a vraiment l'idée de candidat, enfin, en tout cas, le mot masculin versus le mot féminin. Alors, je ne sais pas si c'était en français, mais en tout cas, c'est une langue dans laquelle il y a la distinction entre candidat et féminin. Ouais. Pour appuyer les arguments évoqués juste précédemment, si dans cette phrase, on remplaçait les candidats par les mannequins à intitulé, vous voyez, en fait, il y a cette idée qu'il y a plus de candidats. Oui, c'est vrai. C'est un mannequin, d'ailleurs. Oui. Donc c'est pour ça aussi que je disais que si les 5 premiers, qui arrivent, en gros, si la politique était féminine, oui, voilà. Mais c'est pas le cas. En faisant l'exercice que je vais vous décrire, c'est peut-être un exercice falsifié ou erroné, parce qu'on a forcément un biais cognitif, mais il y a 1 ou 2 minutes en vous écoutant, j'ai essayé de faire le vide dans mon esprit et de visualiser dans ma tête les mots candidat à une élection présidentielle. 20h37, c'est fort. Et c'est impossible. Enfin, c'est Wauquiez, Macron, Xavier Bertrand. C'est très très difficile d'avoir l'image de Marine Le Pen ou de Ségolène Royal dans ma tête. Ça me paraît extrêmement compliqué. Parce à quel moment, dans ma tête, quand je visualise les mots candidat à une élection présidentielle, j'ai du mal à voir une femme. Et quand je visualise les mots candidat ou candidate, et ben, effectivement, on pense à Ségolène Royal. Et la dernière élection, c'était Marine Le Pen versus. Donc il n'y a pas de. Oui, moi je trouve que c'est très difficile. masculin. Parce que la politique est masculine. Il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est qu'il y a eu. Et d'ailleurs, je trouve que Elisabeth Borne fait un très bon boulot pour ça, parce qu'elle a remis la place de la femme dans la politique. Et je trouve que. Après, on n'aime pas ce qu'elle fait, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de femme à ce poste. Président de l'Assemblée nationale. Oui, mais on voit moins. Mais Cresson qui a été une catastrophe. Voilà, donc ça a un peu desservi, on va dire. Ça a complètement desservi. De remettre une femme première ministre, je trouve que c'était osé. Et je trouve qu'elle s'en sort pas mal pour. En tout cas, il y a cette idée de. Il y a cette idée de. Bon,
Mais par exemple, ça nous renforce dans l'idée que des femmes peuvent. Voilà. Et du coup, c'est ça aussi l'amorçage, et c'est aussi qui fait que petit à petit, bah, on ne pensera pas uniquement à des hommes quand on dit des candidats. Par exemple, les femmes politiques sont activement candidates à des élections, donc en y repensant, je me disais Ségolène Royal, Martine Aubry, Marine Le Pen, mais Elisabeth Borne, elle ne sort pas dans ma tête. Elle est connue depuis moins longtemps, peut-être. Ouais, mais je pense que c'est très ancré quand même. Alors, à distance, ça discute aussi beaucoup. Enfin, juste pour vous dire, je regarde un petit peu ce que... Bon, je pense qu'effectivement, le sujet étant aussi en marge de sujets politiques, là, ça donne beaucoup de... On en reparlera beaucoup de réflexions. J'en cite une. Quelqu'un a remarqué que quand un de vous, je ne me souviens plus, a dit « Ah ben oui, si on parle d'un candidat et d'une candidate élection Sarkozy versus Ségolène, on a utilisé le prénom de la femme et le nom de l'homme. » Oui. Exact. Et juste, j'ai lu, au moment où c'est sorti, justement, beaucoup de gens parlaient de cette étude en question. Juste après le discours de Macron, il y avait aussi, il soulignait souvent le fait que Macron avait dit français, française. Oui, tout à fait. Et juste après, pour dire le masculin neutre, donc il aurait dû dire français. Ouais. Oui. Et alors, c'est effectivement. Non, je vais avancer un tout petit peu, mais effectivement, c'est que on confond langage inclusif et point médian, en fait. Et c'est ça le problème où Enfin, et d'ailleurs, il y a un peu l'idée de langage inclusif ou langage non exclusif. On peut aussi utiliser cette... Je vous laisse poser votre question et après le... Non, c'était pas une question, c'était une remarque sur le fait que chaque mot charrie ses représentations masculines ou féminines. Donc, juste le mot mannequin qui évoque plutôt la femme, le mot sentinelle qui évoque l'homme, le mot perdrix qui renvoie à des femelles et à des mâles. Donc chaque mot, enfin, il n'y a aucun mot qui est neutre. Oui, les Allemands ont le Das, qui est vraiment neutre. Il y a je vous donne quelques manières de rendre le langage moins exclusif. Il y a le point médian, mais c'est pas que ça. Je suis allé à un cours de sport en début de semaine, un cours de cuisse à deux fessiers. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un cours de cuisse à deux fessiers. Mais en gros, les hommes ne sont pas la majorité. Quoi. Cuisse à deux fessiers. Et il se trouve que j'étais le seul homme dans la salle. Il y avait une dizaine de personnes et j'étais le seul homme. Et la prof a dit au début, est-ce que vous êtes prête ? Et moi, je me suis senti exclu. Quoi. Et ben, en fait, c'est un peu ce qui arrive aux femmes tout le temps. Quoi. Et pourtant, j'étais le seul, donc c'était logique qu'elles disent prête. Pourtant, le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais. Mais du coup, il y a aussi un peu cette idée que quand on ne vit pas l'exclusion au quotidien, mais c'est comme quand on ne vit pas le racisme, quand on ne vit pas d'être une minorité, c'est plus difficile à comprendre. Et là, le fait de vivre cette exclusion, et puis c'était vraiment pas très important, mais en tout cas, je me suis senti exclu et pas concerné, et du coup, c'est aussi intéressant de vivre de ça. Mais bref, Ok, donc il y a deux façons de rendre le langage moins exclusif. On peut soit le féminiser, donc on va utiliser les doublets, au lieu de dire les enseignants ou les candidats, on va dire les candidates et les candidats. Ou on peut utiliser le point médian. Alors, le point médian cristallise les tensions, mais encore une fois, ce n'est qu'un outil parmi d'autres de rendre le langage moins exclusif. Ou on peut aussi neutraliser le langage, c'est-à-dire le dégenrer. On peut le prononcer à l'oral, le point médian. On pourrait dire les enseignants et les enseignantes. Mais d'ailleurs, le point médian, c'est plutôt à l'écrit. C'est quelque chose d'écrit. On n'a pas forcément besoin de... Oui, mais... Bon, j'ai pas envie d'entrer dans un débat sur le diaconé du point médian, parce que c'est justement ce que je voulais éviter, en fait. Mais ce que je trouve intéressant, effectivement, il y a un vrai débat polémique sur le point médian, et on n'en a pas parlé ce soir, mais les personnes qui souhaitent polémiquer s'abritent souvent sur le fait que la langue française, Montesquieu, qui on veut, le point médian, c'est pas du français, c'est moi, etc. Et Emmanuel Macron lui-même dit français, française. Oui, donc, oui. Pour moi, le simple fait qu'il ait démarré, enfin on n'est pas là pour parler de lui, mais
le simple fait qu'il ait démarré comme ça disqualifie totalement tout ce qu'il peut dire derrière, c'est ridicule en plus. Mais les enseignants .e.s, ça existe déjà, c'est les enseignants, ouvrez la parenthèse E, fermez la parenthèse S. On peut remplacer le point médian par parenthèse. Non mais ça existe depuis longtemps. La symbolique, c'est que on met du coup les femmes entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Donc on peut essayer de reformuler de manière dégenrée. Les collaborateurs ont apprécié la présentation, deviendrait la présentation a été appréciée. Ça ne dit pas exactement la même chose, mais c'est une façon de rendre le langage moins intrusif. On peut utiliser les termes épicènes qui se réfèrent ni à des femmes ni à des hommes, des personnes, des gens, etc., etc. Et on peut utiliser l'adressage direct. Les collaborateurs qui souhaitent participer, si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire. Alors, aucune de ces solutions n'est parfaite, mais le langage exclusif n'est pas parfait non plus. Et je termine, j'ai un dernier conseil. Mon dernier conseil, c'est d'essayer d'activer votre système 2. Alors, dans les supermarchés, alors je ne vous refais pas les coups de la promo, là, je vous ai montré ça, mais vous avez ce qu'on appelle la taxe rose. La taxe rose, c'est qu'en gros, c'est en général, il y a des choses qui sont un peu plus chères pour les femmes que pour les hommes, quand bien même, c'est à peu près le même produit, quoi. Les rasoirs, les produits de beauté, les produits d'hygiène, etc. Les coiffeurs. Les coiffeurs aussi. Bon, ça dure plus longtemps aussi. Non, pour les femmes qui ont des cheveux. Oui, les cheveux. Justement, Tout à fait. voilà, il y a un coiffeur, Tout à fait. justement, non, Jean-Bec, dans le 20e. Et c'est le même prix pour les... Ouais, c'est pas encore. Non mais vous avez raison, effectivement on peut considérer que si je passe 3 heures chez le coiffeur, c'est normal que je paye plus cher. Les hommes qui ont les cheveux longs ne payent pas plus cher chez le coiffeur. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Bah, il y a la coupe, je sais pas quoi là. C'est pas une coupe. Enfin bref. Dans les pubs. Vous savez, il y a la fameuse question, que vendent ces publicités? Compliqué, hein. Alors, je vous ai mis les pubs les plus... S'il vous plaît, pour ceux qui sont en ligne, ne parlez pas tous en même temps parce que les micros captent l'ensemble de la salle. Je vous ai mis les pubs les moins, les moins scandaleuses, on va dire. Hein, parce qu'il y a vraiment... ok, donc à gauche, on vend des lunettes. Et à droite, on vend de l'huile d'olive. Et en gros, bah, on met des femmes, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais bon voilà, il y a pour attirer l'attention. La même pub avec un homme en slip serait complètement... Oui, mais a-t-on besoin de mettre des gens en slip pour avoir des lunettes? On n'imagine pas la pub avec un homme. Ça dépend les La pub Ténard. Et le dernier, c'est dans les médias. Quand les violences sexistes deviennent des faits divers presque humoristiques, vous savez, c'est le fameux ivre, il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. En fait, on parle de violence conjugale et on en fait un fait divers rigolo. Voilà, c'est vraiment décalé de taper quelqu'un. C'est rigolo ça? On trouve ça rigolo, nous? Bah, on le tourne de manière rigolote. Pas du tout, hein. On le tourne de manière rigolote. Ah non, alors sincèrement, je trouve ça nul même. Mais non, mais toi non, mais... Mais le journaliste met en lumière un aspect qui peut sembler rigolo. Non. Il y a un côté humour, il y a un détail anodin quand même. Non mais c'est tourné. Il faut savoir à quel niveau d'excitation ils sont dans la cuisine. Ils sont des experts, etc. Allez voir l'anatomie d'une chute. Non mais s'ils sont experts au niveau de l'art culinaire. C'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. On a compris l'histoire. Mais supposons en termes de niveau d'expertise, il y a la femme et l'homme qui sont aussi bons dans leur dans l'art de la cuisine et tout. Il peut y avoir des comment on appelle ça, des débats vifs. Non, mais des grosses confrontations, quoi. Alors, mais ça justifiera jamais la violence. Parce que tu as raté la sauce. Ah oui. Mais ça mérite pas d'être tapé. C'est ça. S'il vous plaît, il nous reste très peu de temps. Parce que je connais ce milieu de la cuisine. Mais là, c'est pas le milieu de la cuisine, là. C'est dans le. C'est pas dans le sens qui frappe. J'ai une question. Alors, je précise sur le côté humoristique. Je ne dis pas c'est rigolo. Je dis simplement que c'est tourné
tourné de manière décalée. Ce qu'on va retenir, c'est il l'a tapé pour quelque chose de décalé, quoi, pour quelque chose d'absurde. Et du coup, presque, ça va légitimer la violence. Oui, oui, j'ai une question parce qu'on parle d'humour et apparemment les humoristes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les humoristes utilisent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Utilisent ces biais souvent. Ouais. Que ce soit, je sais pas, s'il vous plaît, écoutez-vous. Florence Foresti quand elle va conduire ses gamins à l'école, ou Gad Elmaleh qui fait le blond. Enfin, je veux dire, c'est quand même des stéréotypes. Libre à chacun d'en rire, quoi. Là, c'est ça. Et on va les voir. On va les voir pour rigoler, quoi. Et la limite, elle est bon. Ça, c'est un. Si on prend l'exemple de Coluche, qui était notoirement antiraciste et dont la position, enfin, on n'est pas obligatoirement tous d'accord, d'ailleurs, on peut en discuter, mais dont la position est a priori indiscutablement antiraciste, à la même époque, il y avait celui qui faisait le noir, là, avec le... Guy Bedos, je crois, non, l'autre, comment il s'appelait De Vos non, Michel Leb. Voilà. Et Michel Leb, c'est vraiment... je suis antiraciste, je me moque des Noirs et je fais le singe, machin, mais il était fondamentalement raciste. Et je trouve que mettre les deux en parallèle est très intéressant, parce que effectivement, pour quelqu'un, je sais pas, qui parle mal français ou qui comprend pas bien les subtilités, on peut avoir l'impression que c'est la même chose. Et quand on se penche un peu sur les personnalités, on peut aussi ne pas être d'accord, on peut en débattre. Mais a priori, c'est quand même pas du tout la même chose. Ouais. Bah, disons que la même chose, les mêmes mots, les mêmes discours, venant de personnes différentes, ça n'aura pas le même effet. Les personnes homosexuelles s'appellent PD entre elles, par exemple, et bah, c'est quelque chose qu'elles acceptent, etc. Et on peut, ça n'a pas la même, la même teneur ou la même signification d'appeler une personne homosexuelle PD quand on n'est pas soi-même. En anglais, le terme nègre, par exemple. Oui, exactement. Il y a aussi, voilà, on va s'approprier presque pour combattre le racisme et pour créer une communauté autour de ça de solidarité. Ok, moi je voulais vous mettre quelques exemples où on va un peu... il y a le fameux amoureux et conduit. Voilà, c'est un peu la figure de, bon bah, on lui a dit non et du coup, bah, il allait tuer quelqu'un. Comme si ça excusait, ça légitimait, etc. Ok. Je vous donne 4 conseils de lecture si vous voulez aller plus loin. Le premier, c'est le livre dont je vous parlais, Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Et ensuite, vous avez donc, Le cerveau pensivo-masculin. C'est celui-là dont je vous parlais là, sur l'étude de 2009. Vous avez Femmes invisibles. Comment le manque de données sur les femmes a construit un monde fait pour les hommes. Typiquement, les exemples, c'est les téléphones portables sont trop gros pour les mains des femmes, la température dans les bureaux est faite pour les hommes et pas pour les femmes. Vous savez, il y a les fameux... les symptômes de la crise cardiaque, qu'on connaît tous, là, la douleur dans le poignet, etc. Ben ça, c'est les symptômes chez l'homme. Et les symptômes de la crise cardiaque chez les femmes ne sont pas les mêmes. Voilà, donc de nouveau, un peu cette idée du neutre masculin. Et le dernier, défaire le discours sexiste dans les médias, qui peut nous aider à décrypter un peu justement la romantisation, la dépolitisation du traitement des faits sexistes dans les médias. Ok, 20h50, c'était animé, tant mieux. Je remercie les personnes à distance d'avoir tenu le coup, entre guillemets, aussi tard. C'est pas évident de suivre une conférence à distance, encore plus quand elle est animée en présentiel. Et je vous remercie, vous aussi, pour votre participation active et toutes vos questions et toutes vos mots dubitatifs parfois. Et ce que je vous propose, c'est que j'avais préparé une slide. Avez-vous des questions? Ah si, il y avait quand même ça, je vous dis que j'avais pas trop parlé de moi, mais j'ai quand même mis cette slide. Ce qu'on pourrait faire ensemble, si vous souhaitez que dans vos entreprises on forme, parce que mon métier c'est la formation au management en fait à l'origine, donc si il y a des sujets managériaux dans vos entreprises, si vous souhaitez faire avancer la culture managériale dans l'entreprise, n'hésitez pas à souffler mon nom, mon numéro. Je suis aussi en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle la fresque du management, adapté sur la base de la fresque du climat. Ça peut être un exercice intéressant. Voilà, globalement, s'il y a des sujets de formation, de biais cognitifs, de management, n'hésitez pas à me recontacter. Et allez, je m'arrête là et je vous remets ce slide, mais on peut en discuter autour de Merci à vous.
Sonia, est-ce que tu nous fais un petit brief des prochaines activités STPE féminin avant qu'on ouvre quelques bouteilles à partager quand même. On va vous laisser partir comme ça. Bonsoir à tous. Donc, merci à Agnès d'avoir organisé cette conférence très intéressante. Nos prochaines activités, donc déjà récemment, on a eu nos 6e STPE au féminin qui se sont très bien passées. Donc, je vous invite si vous êtes curieux, à visionner la vidéo qui sera publiée demain sur notre chaîne YouTube ou à nous suivre tout simplement sur LinkedIn ou tous les autres réseaux sociaux à ce sujet-là. Ensuite, notre prochaine activité, c'est l'Afterwork d'automne, le 23 novembre. Donc, on vous invite à venir nombreux pour échanger dans un cadre un peu plus informel et de créer du lien tous ensemble. Et voilà, échanger avec notre réseau. Ensuite, début décembre, on fera la visite du centre aquatique pour les Jeux Olympiques. Donc, restez bien alerte sur le poste de l'événement parce que les places sont chères et elles ne sont pas nombreuses. Aussi chères que celles des JO. Un petit peu, oui. Dans quel sens? Non, elles sont. Alors, si vous êtes alumni à vie, elles seront gratuites, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on a déjà eu, grâce à Sophie qui a persévéré dans ses demandes, on a eu la chance de pouvoir obtenir un créneau de visite. Du coup, mais on n'a pas beaucoup de place. Donc voilà. Et ensuite, tout au long de l'année, on a plusieurs événements. Vendredi, il y a une visite expo effectivement, à Maya. Et puis le 7 décembre, il y a un spectacle qui vous est proposé par le STPE féminin. Le théâtre La Note. La Note avec Berléand et Sophie Marceau. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça doit être à peu près tout. En tout cas, on fait plein d'événements tout au long de l'année. N'hésitez pas vraiment à suivre notre page LinkedIn. C'est là où on communique souvent. Et le site internet avec le planning, tout à fait, oui, voilà. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci.